Salut et bienvenue dans le podcast Focus Matos. On est déjà au 4e épisode. Je vous rappelle très rapidement qu'est-ce que Focus Matos. Dans ce podcast, on part à la découverte des acteurs de la pêche, que ce soit des responsables de marque, des chefs de produits, des ingénieurs, des revendeurs, voire même des influenceurs. Avec un seul mot d'ordre, on parle matériel de pêche. Et aujourd'hui, je suis avec Eric Guillaume, qui est conseiller technique chez pêcheur.com et un grand spécialiste des éco-sondeurs. Et ça tombe bien, c'est le thème du jour. Alors, je vais faire tout de suite les présentations. Eric, je suis super content de te recevoir. Bonjour Arnaud, merci. Moi aussi. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien. On a une météo pour l'instant qui se tient à peu près, donc tout va bien. Et en plus, quand on parle de pêche, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai que c'est cool. C'est cool. Alors, c'est vrai que c'est assez drôle. À chaque fois que j'enregistre un Focus Matos, il fait plus de 30 degrés chez moi dans le Jura. Donc, voilà, il fait 30 degrés. C'est super. On enregistre pour les fans de foot le Focus Matos le matin de la demi-finale de France-Espagne. J'ai hésité à mettre mon maillot. Bon, voilà, on sait jamais. Quand on sortira le podcast, peut-être que on sera éliminé. Donc, dans le doute, je l'ai pas mis. Mais voilà. Bon, Eric, on a la chance de se connaître depuis un petit moment. Oui. Tu es donc conseiller chez pêcheur.com. Est-ce que tu peux te présenter à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, nous dire qui tu es, ton rôle chez Pêcheur, ce que tu fais aussi à côté, parce que tu fais pas que... Voilà, tu fais d'autres choses. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Eric, j'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans cette année. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je suis chez pêcheur.com. Je suis rentré la première année uniquement pour faire de la compétition pour la société, qui essayait de diffuser un petit peu l'image de marque un peu partout. Donc, au sein des compétitions, ça a été une de mes premières expériences à pêcheur.com. Et puis, par la suite, j'ai intégré les équipes en préparation de commandes, évidemment, tout en bas de l'échelle, la base. Puis après, j'ai évolué dans la gestion client, la relation client, ensuite la gestion un petit peu de logistique, la gestion du SAV pendant pas mal d'années, avec les différents produits et différentes marques avec lesquelles on travaille régulièrement et actuellement. Et puis après, j'ai passé mon diplôme de moniteur guide de pêche en 2016. Où là, on a mis en place, ça a été une des premières années où on a mis en place les conseils techniques au sein de pêcheur.com sur les différentes thématiques que l'on propose dans les différents univers. La pêche de la truite, le carnassier, la carpe, la mer, la navigation également. Donc au début, j'étais un petit peu tout seul pour faire tout ça. Et puis après, j'ai des collaborateurs qui nous ont rejoints, des collaborateurs techniques sur certaines techniques, un spécialisé dans la mouche, par exemple, d'autres dans la carpe, un dans la mer, et ainsi de suite. Ça a permis de développer ces conseils dans ces différents univers et de me libérer un petit peu de temps, malgré tout, pour me consacrer presque entièrement au rayon de la navigation et également à la truite, tout ce qui est appât naturel, nymphes et un petit peu de mouche également, mais surtout les appâts naturels et la navigation. En plus de ça, je suis moniteur guide de pêche, donc je fais pas mal de sorties avec nos clients régulièrement sur l'eau, mais uniquement tourné sur la formation électronique embarquée. Ça veut dire que un client qui achète un nouvel appareil, un nouvel écran, peu importe la taille, la marque, peut réserver une journée de formation électronique sur le site pêcheur.com directement. Et à ce moment-là, je passe une journée avec eux sur leur embarcation afin de vérifier tout ce qui est installation, vérification des paramètres, réglages. Et puis après, on passe la journée à décortiquer un petit peu l'ensemble des technologies liées au sondeur que le client a commandé. Et puis on met tout ça en place avec un petit peu de pêche également pour bien comprendre ce qu'on fait avec tous ces appareils et ces beaux appareils en fonction des technologies. Voilà, et c'est pour ça que je voulais te recevoir dans Focus Matos, parce que je considère aujourd'hui que tu es un des plus grands spécialistes en France sur le matériel électronique éco-sondeur. Et en plus de ça, tu as l'avantage de connaître toutes les marques et toutes les technologies. Et du coup, là, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur qu'est-ce qu'un éco, comment ça s'utilise, pourquoi, etc. Et on ne sera pas vraiment centré sur une marque précise ou une technologie précise. On va pouvoir balayer tout ça.
Et, Exactement, ouais. c'est vraiment important. Et surtout que c'est une technologie qui évolue quand même sensiblement durant ces dernières années. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver, de comprendre le fonctionnement. Donc, nous, chez Fichentest, on aime bien un peu casser des mythes et puis euh, voilà, simplifier la pêche pour les utilisateurs. Et donc, je pense qu'à l'issue de ce podcast, il y en a qui comprendront certaines choses bien mieux que ce qu'ils auront pu comprendre auparavant, quoi. Donc, justement, C'est l'idée. oui, vas-y. C'est l'idée, ouais. C'est exactement ça. C'est tellement varié en technologie, même si c'est pas des appareils très très compliqués, très sophistiqués et qui n'ont pas toutes les technologies à l'intérieur en fonction des tailles d'écran et des tarifs qu'on peut mettre dessus. Il y a forcément à chaque fois des principes de base à connaître qui sont pas tout le temps évidents. On a des notices souvent livrées avec les appareils qui ont plus de 300 pages et c'est des notices hyper techniques. Ouais, je me suis Les déjà réglages envoyé de base, ouais, c'est voilà. pas vraiment le livre de chevet que tout le monde a le soir à côté de Non, sa non, table de non. nuit, mais Et puis, en fait, honnêtement, pour m'être déjà penché sur la question, en essayant de les lire et tout, tu veux perdre quelqu'un, tu le perds, quoi. oui, Enfin, c'est voilà, l'idéal, ouais. Il y a un tel pour avoir un petit mal de crâne, c'est vrai que c'est assez facile, quoi. Donc, au-delà de ça, pour aller plus loin dans les différents réglages, paramètres et surtout la compréhension de l'appareil que l'on dispose. mhm, Donc, j'ai suivi et je suis encore régulièrement plusieurs fois par an des formations dans les différentes marques d'électronique avec lesquelles on travaille. Je me rapproche régulièrement des spécialistes techniques, des conseillers techniques, des responsables de SAV, des choses comme ça, de toutes les marques, pour mhm. approfondir les connaissances, tout ce qu'on peut aller gratter en informations supplémentaires, en utilisation complète, pour donner généralement le meilleur conseil qu'on puisse à nos clients en fonction de leur budget, de leurs besoins surtout. Exact. Ouais, je comprends. Justement, on en reparlera un petit peu plus tard de savoir bien choisir son éco-sondeur par rapport à ce type de pêche. Mais euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu ensemble de les éco-sondeurs dans l'histoire en fait de la pêche et leur importance dans la pêche moderne. Tu vois, moi j'ai un souvenir d'enfant et encore des fois quand j'en parle aux gens, on ne me croit pas toujours, donc je retrouve la vidéo sur YouTube d'une émission C'est pas sorcier où il y avait Fred et Jamy et Fred était sur l'eau et il expliquait donc l'arrivée des éco-sondeurs, mais qu'il n'avait pas le droit d'utiliser en conditions de pêche. Donc en fait, C'est il ça, allait éco-sonder son lac, puis il revenait au bord, il posait éco-sondeur, il embarquait ses cannes à pêche, tu vois. Et exactement, ouais. c'était pas si vieux que ça. C'était des C'est fins des années. 2004 à peu près, hein, les premiers écrans disponibles, c'était en 2004. Ouais. Avec l'évolution des technologies un petit peu plus tard, comme le Side Imagine par exemple en 2007, hein, qui est une technologie supplémentaire. On reviendra tout à l'heure dessus, mais c'est ça, les premières années, c'était 2004 où effectivement, tu pouvais partir sonder différentes zones, mais sans avoir de canne à l'intérieur de ton embarcation. Et puis après, en action de pêche, il fallait absolument que l'écho soit désinstallé de ton embarcation pour l'utiliser, jusqu'après ça généralise et qu'on puisse utiliser les deux en même temps, quoi. Mais Mm. c'est vrai qu'auparavant, on avait l'habitude de sonder les lacs quand on pêchait le sand, par exemple, au Mormanier. On utilisait du nylon jaune fluo qui nous permet de visualiser notre ligne. Et également, on faisait des repères tous les 5 mètres au feutre noir dessus pour Ok. apprendre à sonder les différentes profondeurs. Et le ressenti de la structure se faisait par le montage qu'on y mettait, généralement des montages Drashkovic, hein, sur lesquels on installait des poissons pour déclencher les touches des carnassiers. Donc, on est passé de sonder à la sensibilité à la canne en fonction des montages qu'on avait, jusqu'à des images au tout début en noir et blanc, Mm. avec des images assez pixelisées à l'époque, mais qui étaient malgré tout assez intéressantes, et jusqu'à une évolution maintenant où la résolution des images dépasse ce qu'on espérait, quoi, et continue de se développer et de progresser. Ouais, je comprends. C'est vrai que les premiers échos, c'était déjà un écran en format portrait 2D.
tu voyais que c'était saccadé, et, parce qu'au niveau ça. des ondes envoyées, c'était très lent. Ça te servait juste, en vrai, ça te servait à avoir quoi? La profondeur, point. C'est ça, la base. On avait l'identification de la hauteur d'eau sous l'embarcation, hein, donc sous la sonde. Ça nous permet d'avoir la hauteur d'eau. Et on avait quand même une lecture de la structure du fond malgré tout, hein, qui apparaissait en même temps. C'est lié, hein, forcément, mais il faut que les ondes qui sont envoyées sous la sonde, hein, descendent. Et dès le moment qu'ils rencontrent un obstacle dans leur passage, remontent et nous donnent ces informations à l'écran. Donc, on avait l'identification de la structure du fond, enfin, de la portée du fond, avec plus ou moins l'imagerie détaillée, assez pixelisée, type Tetris à l'époque, sur le fond. La hauteur d'eau, c'était le principe de base, et malgré tout, on y voyait quand même apparaître des échos. On avait du mal à comprendre ce que ça pouvait être au début, ces différents échos, ces différents traits qu'on a voyé apparaître à l'écran. Et petit à petit, avec l'expérience, on finissait par progresser, par comprendre. Tiens, ben, je rembraye tout de suite sur, tu vois, justement, les apparitions à l'écran. Sur la plupart des échosondeurs, il y a une fonction qui s'appelle le Fish ID. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Parce que moi j'ai un peu l'impression que le Fish ID, et c'est ma vision, encore une fois, c'est en gros, dès qu'il ça lui fait un retour d'onde, oh, il va te dire que c'est un poisson, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment l'impression. C'est l'idée, ouais. Voilà. En fait, c'est un mode qui existe sur tous les appareils, hein, du plus petit écran au plus grand écran, même les plus perfectionnés, hein, disposent encore de ce type d'affichage Fish ID, hein, comme tu l'as dit. Donc en fait, les ondes qui partent sous la sonde, hein, descendent jusqu'à toucher la structure et peuvent intercepter des obstacles dans la colonne d'eau, hein, que ce soit des poissons, des structures comme des branches, des feuilles, des bulles d'air, hein, quand les niveaux des lacs bougent. Avec l'accumulation de la vase, on a des bulles d'air, hein, qui remontent dans la colonne d'eau. Ben, les ondes touchent ces bulles d'air parce que l'identification d'un écho, c'est bien souvent par ces bulles d'air qu'elles apparaissent, et donc remontent à l'écran. Et en activant ce fichier ID, ben, plutôt que de voir une forme d'écho plus ou moins un trait horizontal ou alors un trait oblique ou alors vraiment un arc de cercle, si on a une vitesse de déplacement adaptée, ben, le fichier ID nous met le retour d'information de l'écho sous forme d'une forme de poisson, en fait, avec 3 ou 4 tailles différentes. C'est l'appareil, hein, qui estime plus ou moins la taille de ce qu'il rencontre dessous. Mais par contre, peu importe l'appareil qu'on a, même un appareil en 16 pouces à plus de 6 000 €, il ne sait pas faire la différence entre une bulle de gaz, une feuille en suspension et un poisson. Donc, il nous met en permanence l'affichage de poissons, et donc ça peut porter à confusion et des fois nous insister à pêcher sur des zones où en fait on pêche des bulles de gaz ou des feuilles qui arrivent d'une arrivée d'eau, des choses comme ça. Donc je conseille de ne pas l'utiliser, de travailler l'identification de l'écho par la forme de l'écho et de laisser cette fonction vraiment de côté, quoi. Voilà, bon, bah ça me rassure parce que oui. Des fois, tu le mets en mode pour te rassurer. Ouais, c'est bien, il y a du poisson et tout. En fait, tu sais que ça n'en est pas vraiment, quoi. Il vaut mieux apprendre, débuter sous la forme de l'écho, de ce qu'on peut voir à l'écran en mode sondeur 2D traditionnel, hein. C'est la base du sondeur, quoi. On y voit la colonne d'eau, on y voit la structure du fond, on voit apparaître des traits plus ou moins prononcés, impliqués, inclinés, comme on le veut, mais c'est plus compliqué à apprendre au début. Effectivement, c'est plus rassurant de voir des poissons. On se dit, putain, il y a énormément de poissons. Mais en fait, on est tout simplement sur soit une arrivée d'eau, soit sur des bulles de gaz en suspension qui remontent. Et on pêche l'eau, on pêche dans le vide, en fait. Ouais. Non, mais on est d'accord. Non, mais déjà, je trouve que c'est important de faire un premier point là-dessus parce que combien de fois j'ai pu voir des fish ID sur des échosondeurs avec des gens qui pensaient vraiment. En plus, on peut même y rajouter une alarme. Oui, d'identification des poissons. Donc, en plus d'avoir énormément de poissons à l'écran, de différentes tailles, tu as également un bip à chaque fois que l'appareil détecte un poisson. Ouais. Donc, si tu es en train de discuter avec ton voisin dans le bateau et que tu regardes pas ton écran, tu as également l'indication sonore que tu as détecté des poissons. Donc, tout de suite, tu te mets en action de pêche, alors que c'est pas forcément. Alors, c'est pas faux à 100%, ce type d'identification, mais c'est
C'est pas fiable. Souvent C'est pas assez erroné, c'est pas fiable. Voilà. c'est ça. Ça vaut pas un réel écho, quoi. Et justement, est-ce que tu peux, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais parce que comment fonctionne vraiment un échosondeur? Parce que dans l'échosondeur, tu as l'écran, tu as la sonde, tu Et vois. la sonde, ouais, Mais c'est la ça. sonde, elle est pas, enfin, tu vois, tu peux changer d'écran, pour autant, tu peux avoir une sonde qui est avec un écran, puis compatible avec un autre, etc. Et puis après, une fois que tu as trouvé les bons branchements, donc ça, on va y revenir, mais tu as cette histoire de cône, tu vois. Et Oui. cette histoire de cône, elle est à la fois simple à comprendre, une fois que tu vas nous l'expliquer, mais ça reste quand même des fois un mythe pour certaines personnes qui ne comprennent pas. Donc voilà, est-ce qu'on peut regarder un peu plus en détail comment fonctionne un échosondeur en partant de l'écran, de la sonde, du cône? Alors en fait, pour moi, ça paraît relativement simple, mais c'est vrai qu'à expliquer, il faut généralement mettre des mots compréhensibles et des fois imaginer un petit peu tout ça. À la base, tu as donc un écran qu'on alimente en 12 volts, hein, la plupart du temps, c'est tout le temps du 12 volts. Donc c'est ce qui va permettre de mettre en marche l'écran LCD, d'envoyer des impulsions via le câble de sonde qui est généralement à côté. Et donc, cette sonde qui a une forme plus ou moins petite, plus ou moins longue, plus ou moins grosse, en fonction des technologies de l'appareil, va émettre des impulsions dans l'eau. Donc, c'est à l'intérieur de cette coque en plastique noir, bien souvent que l'on a avec un sondeur. Donc, sonde tableau arrière hein, pour les moteurs hors bord. Hein, quand on a un petit moteur thermique derrière, on installe ce qu'on appelle une sonde tableau arrière, et souvent côté droit sur le tableau, parce que l'hélice du moteur thermique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc l'eau est projetée sur la gauche. Donc on positionne la sonde déjà à droite pour éviter de récupérer ces perturbations d'eau qui sont des bulles d'air hein, malgré tout et ce qui donne des perturbations et des fausses affichages à l'écran. Donc la première chose, c'est d'utiliser la bonne sonde, donc le bon montage, tableau arrière ou traversant, en fonction du type de bateau et du moteur qu'on utilise. Un moteur hors-bord, sonde tableau arrière. Un moteur inboard hein, pour les moteurs pour la mer, par exemple, des moteurs qui sont sous la carène. Le moteur est un peu plus en avant sur la coque du bateau. Donc là, on va positionner une sonde traversante à l'avant du moteur pour éviter toujours de prendre les perturbations de la Ok. rotation de l'hélice. Donc, une fois que l'appareil est alimenté en 12 volts et qu'on a activé le mode sonar, donc la fonction de sonde, donc à l'intérieur de cette coque noire de la sonde, on a ce qu'on appelle des piezo, hein, une céramique qui est soumis aux impulsions électriques, envoie des ondes sonores sur le bas de la sonde. Et une fois qu'ils ont touché un obstacle, donc soit le fond, soit un poisson, remonte à l'écran. Donc, ça descend comme ça, en forme de code. On va y venir juste après. Ça remonte à l'écran et l'écran nous transmet ces informations donc par la structure qu'on voit sur le fond, qui est le réel fond du lac sur lequel, par exemple, on navigue ou de la rivière. Et en même temps, va nous permettre de comprendre, du moment qu'on a commencé à comprendre un peu comment ça marche, les échos de poissons ou les bancs de poissons fourrage qu'on peut voir dans cette colonne d'eau. Donc, tu parlais tout à l'heure de cône. Hein, donc effectivement, par rapport à la sonde, ça descend dans l'axe de la sonde et ça forme un cône, donc un cercle sur le fond. Et ce cône va avoir un diamètre plus ou moins large, déjà dans un premier temps en fonction de la hauteur d'eau qu'on a sous le bateau, Oui. et également en fonction de la fréquence qu'on utilise sur le mode sondeur 2D. Il y a des appareils qui disposent d'une seule fréquence. Généralement, les petits appareils en 4 pouces horizontales ou verticales disposent d'une simple sonde avec une seule fréquence de 200 kHz en faisceau large. Donc, on a un faisceau plus ou moins large, mais une seule fréquence. Donc là, le diamètre va varier uniquement en fonction de la hauteur d'eau. Généralement, pour donner une idée, sur des sondeurs à peu près traditionnels et à peu près classiques, on a deux fréquences généralement. On a du 83 kHz et du 200 kHz Ok. qui sont proposés sur ces sondes et sur ce mode sondeur 2D. Dans 10 mètres d'eau avec une fréquence de 200 kHz, on a un diamètre de détection sur le fond, donc c'est bien un diamètre à l'axe de la sonde, qui est à peu près égal à 3 mètres, 3 mètres 30. Tu vois que c'est pas, Ah, c'est pas ouf, c'est hein? pas, Ouais, je pensais, c'est, ouais, ok. c'est pas énorme, mais c'est à peu près le diamètre qu'on a dans 10 mètres d'eau
avec la fréquence de 200 kHz, qui est la fréquence qu'on appelle la plus haute, plus élevée parce que le chiffre est plus important. Oui, Ça voilà. donne un cône de détection étroit qui correspond à peu près entre 3 mètres et 3 mètres 30 sur le fond. Maintenant, en utilisant la fréquence basse, il suffit de changer les paramètres dans l'appareil, tout simplement, et de basculer sur cette fréquence basse de 83 kHz. Et ben, on va avoir la possibilité d'augmenter le diamètre de détection sur le fond. Donc, dans 10 mètres d'eau encore, on va se retrouver, là, par exemple, le calcul est un peu différent. On se trouve avec un diamètre de détection à peu près égal à la hauteur d'eau sur le bateau. Donc, dans 10 mètres, on aura un diamètre à peu près de 10 mètres sur le fond. Donc, si je comprends bien, plus tu montes en kilomètres, en fréquence, c'est ça. Plus ton diamètre il est réduit. Mais plus il est précis. Et plus il est précis. Donc, exactement. Si je suis en prospection, large pour repérer très rapidement la structure du fond, etc., je peux me mettre assez bas. En large, en fréquence basse, exactement. Assez bas en fréquence. Comme ça, j'arrive à scanner très rapidement ce qui se passe autour. Mais la détection en termes va pas être ouf en termes pour repérer. Le détail, ouais. Voilà, le détail, etc. Je repère une zone, je m'approche de cette zone-là, je réduis le code en changeant la fréquence. Exactement. J'augmente ma fréquence, comme ça, je diminue mon diamètre. Alors, il y a aussi, par exemple, pour ceux qui utilisent des flotte-tubes, des kayaks dans des rivières où on n'a que 2-3 mètres d'eau, tu comprends bien qu'avec une fréquence élevée de 200 kHz, bah, le diamètre de détection, il fait 80 cm sur le fond à peu près. Donc, en fait, c'est très peu large. On y voit généralement pas son leurre, parce que si on n'est pas vraiment dans le code de détection, on en reviendra aussi après, c'est compliqué de voir son leurre. Et pour voir des poissons, c'est hyper compliqué. Donc, l'intérêt d'une fréquence basse, c'est de pouvoir ouvrir ce diamètre large dans des faibles profondeurs. Donc, en gros, en schématisme, on compte de 0 à 5 mètres. On peut utiliser la fréquence basse de 83 kHz. Ça donne quelque chose quand même d'assez cohérent par rapport à la hauteur d'eau qu'on a sous son embarcation. Dès qu'on va aller plus profond, entre 6 et 15 ou 20 mètres, là, on va pouvoir utiliser la fréquence plus haute, qui aura un diamètre étroit, mais généralement assez précis. À l'inverse, ces fréquences basses de 83, autant elles ouvrent un diamètre de détection large dans peu d'eau, mais elles sont également capables, dans des profondeurs beaucoup plus importantes, d'aller chercher la structure du fond et de voir des échos. Par exemple, avec du 83 kHz, on pourrait les pêcher en mer jusqu'à une profondeur de 120-130 mètres à peu près. C'est cette fréquence basse qui donne la possibilité d'aller chercher loin sur le fond, d'avoir le retour de la structure du fond et des échos dans des grandes profondeurs. Mais alors là, sur une profondeur de 100 mètres, et alors pour le coup, pour moi, par exemple, c'est pas déconnant parce que j'ai un super lac de barrage vers chez moi où il y a des profondeurs jusqu'à 100 mètres. Tu vois. Là, du coup, tes échos sont de combien en diamètre? C'est énorme. Alors, autant dans peu d'eau, cette fréquence basse, elle ouvre un diamètre assez large, mais dans des grandes profondeurs, c'est la seule qui est capable, par les fréquences qui sont les plus basses, d'aller chercher la réelle structure du fond jusqu'à 120-130 mètres. Donc, c'est valable quand on pêche en mer, quand on cherche des poissons type émer qui ont l'habitude d'aller relativement profond. En eau douce, on l'utilise jamais dans ce cas-là, évidemment, parce que la plupart du temps, quand on pêche des carnassiers, on va compter à peu près une profondeur maximum de 15 mètres. C'est à peu près la profondeur maxi à laquelle on trouve les poissons généralement. Et puis, c'est une profondeur aussi à laquelle on ne risque pas de blesser les poissons par la décompression dès qu'on les remonte. Mais le principe, c'est ça. Dans peu d'eau, 0,5 mètres, on utilise la fréquence basse quand on en a une avec la sonde. Et au-delà de 5 jusqu'à 15-20 mètres, on utilise la fréquence la plus haute pour réduire le diamètre et d'avoir quelque chose de très précis. Et tu vois, tu parles de la sonde. Donc, généralement, la sonde, elle est sur une branche, quoi. Enfin, un pied de sonde. Un support, une canne, une perche, ouais. Tout dépend. Alors, elle peut très bien être vissée directement sur le tableau arrière du bateau parce que chaque sonde est livrée avec son étrier réglable et inclinable qui va permettre de fixer la sonde au tableau arrière et d'incliner la sonde pour l'aligner parallèle à la surface de l'eau. Donc, on a cette possibilité-là. Ou sinon, sur les flotte-tubes, les kayaks, des choses comme ça, d'utiliser ce qu'on appelle une canne support de sonde qui peut également recevoir l'écran sur la partie haute. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement via un serre-joint
le positionner. On a une sonde bien réglée dans l'axe de navigation. On a fini sa journée, on débroche la canne ou la perche et on met tout ça dans sa voiture pour rentrer le soir à la maison. Donc, il y a différents systèmes de fixation de sondes qui sont proposés en fonction du type d'embarcation. Oui, on peut dire que principalement, si tu as une barque ou un basse-boat, etc., tu viens fixer ta sonde définitivement sur ton tableau. Et on puis, peut définitivement, ou alors utiliser ce qu'on appelle des glissières de sonde. Des glissières, c'est une partie en inox, une partie fixe qu'on va fixer sur le tableau arrière de son bateau, avec une deuxième section qui, elle, est amovible verticalement, avec des petites cales de réglage qui nous permet de pouvoir régler au millimètre près la profondeur de la sonde sous le bas de la coque. Ça a également une sacrée importance sur la qualité des images qu'on va recevoir à l'écran. C'est généralement la bonne position de sonde. Voilà, c'était ma question suivante, parce que tu vois, moi, par exemple, j'utilise principalement un écho quand je veux pêcher la carpe à l'aide d'un Zodiac, un bateau pneumatique. Ouais. Du coup, je suis exactement dans ce cas de figure où j'ai une canne, en fait, un support. Avec un serre-joint. Avec un serre-joint que je viens visser sur mon tableau arrière. Déjà, tu m'as appris un truc, je pense pas que je fasse toujours gaffe d'y mettre à droite, mais maintenant, je ferai gaffe. Alors, on parlait du côté droit du moment qu'on utilise un moteur thermique. Attention, pour les moteurs électriques tement arrière, l'hélice tourne dans l'autre sens. Ah, donc il faut le mettre côté gauche. Alors, il serait préférable de le mettre côté gauche ou alors d'avoir une canne avec un serre-joint sur lequel la sonde pourrait descendre un petit peu plus bas pour éviter de récupérer trop de perturbations. Voilà. En fait, l'intérêt de la profondeur de la sonde sur les embarcations, du moment que tu as un moteur thermique assez puissant, au-delà de 20 chevaux par exemple, ça commence à prendre un peu de vitesse au niveau du bateau. Il est important que la sonde soit alignée sous la quille du bateau en dépassant légèrement le dessous et légèrement au-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on a le meilleur passage d'eau sur la sonde pour éviter les bulles d'air, ce qui perturbe les images. Et ce qui permet à haute vitesse d'avoir un mode sondeur 2D qui continue de détecter même à 40 km/h. Là, dans ton cas, pour une utilisation en pneumatique et un moteur électrique, on va généralement pas très vite, 4-5 km/h en fonction de la puissance du moteur. Donc, on n'a pas de risque de choc très important au niveau de la sonde. Donc, on peut se permettre de la descendre plus bas. Ok. Donc, hop, à combien, en fait, à peu près, tu peux la descendre? Parce qu'en fait, c'est toujours un peu pas un mythe, mais de se dire, est-ce que ma sonde, elle est bien mise, tu vois, vu qu'on la bouge à chaque fois quand on a un support, tu vois. C'est un support en serre-joint. L'idée principale, dans ton cas où on n'utilise qu'un moteur électrique, donc déplacement en faible vitesse, on n'a pas de risque de heurter un obstacle à haute vitesse qui pourrait heurter, détruire la sonde, détruire la perche et puis renvoyer tout ça dans le bateau et voire te blesser, tu vois. Tu peux te permettre de la descendre au plus profond de la longueur de ta canne, il n'y a pas d'importance. L'idée, c'est qu'elle soit tout le temps un peu plus bas que la coque de ton embarcation, donc toujours en dessous. Et surtout que, en fonction de l'inclinaison de ton tableau arrière, en fonction des bateaux, des différentes embarcations qu'on utilise, une fois que tu as positionné ta perche, généralement, les perches, elles sont réglables. On les serre avec le serre-joint. Elles sont réglables en inclinaison comme ça pour avoir quelque chose de plus ou moins vertical. Et l'idée, c'est d'avoir la position de la sonde avec son étrier qui soit parallèle à la surface de l'eau, ce qui va permettre d'avoir une détection vraiment précise sur le bas. Il ne faut pas trop qu'elle soit remontée à l'arrière, sinon elle va scanner à l'arrière. Et généralement, on les positionne parallèles à la surface de l'eau. Et sur l'arrière de la sonde, on met une petite inclinaison de 2-3 degrés qui va avoir tendance à scanner légèrement sur l'avant. C'est l'idée principale. Voilà. Si on respecte ça à la base, tout se passe bien au niveau de la détection de la sonde et c'est ce qui permet d'avoir de belles images et surtout une bonne compréhension des images, une belle détection des échos des structures sur le retour de l'écran. C'est ça. Donc, il ne faut pas, pour résumer, ça ne sert à rien quand tu pêches comme ça d'avoir ta sonde juste sous la surface de l'eau. Non. Voilà, c'est pas grave si elle descend de 40-50 cm sous la surface. Dessous, il n'y a aucune importance. En fait, l'idée, voilà, c'est encore une fois, c'est d'éviter en moteur électrique, tableau arrière, comme toi tu le fais pour la pêche de la carpe, tu n'as pas de vitesse de déplacement importante, tu risques pas de tout arracher.
L'idée, c'est que quand tu vas positionner ta perche la première fois avec ta sonde, bah, tu fais un réglage d'inclinaison par rapport à la surface de l'eau. Tu regardes si ta sonde est bien parallèle à la surface de l'eau. Si elle est sous la coque de ton bateau, qu'elle dépasse un petit peu. Et une fois que tu as trouvé tes réglages, il suffit de bloquer tes molettes de serrage et puis que tu l'enlèves et que tu le remettes, elle sera toujours à la même position. Donc ça, pas de risque de ce côté-là. Par contre, sur une embarcation type basse-botte, bateau, n'importe quoi, où on aura un moteur thermique relativement puissante, là, il faut faire un travail un petit peu plus méticuleux et un petit peu plus long à réaliser. C'est bien prendre soin de positionner sa sonde. Donc, généralement, on parlait tout à l'heure côté tribord sur le tableau arrière, donc côté droit, à environ 30 cm maximum de l'axe du moteur thermique pour éviter la rotation de l'hélice, des choses comme ça. Et là, on va aligner la sonde sous la coque du bateau avec, si tu veux, l'épaisseur de sonde qui fait à peu près 3 cm. On va en faire dépasser 1,5 cm sous la coque, aligné sous la coque, et 1,5 cm qui est protégé par le tableau arrière, ce qui permet d'avoir un flux d'eau régulier dans le prolongement de la sonde et d'éviter d'avoir des perturbations de bulles d'air. Je comprends. Mais et du coup, qu'est-ce que tu peux recommander à quelqu'un qui a, par exemple, une bonne barque, tu vois? Je pense, tu n'es pas obligé d'avoir un basse-boat, mais déjà, quand tu as une Cap 370, une Ouais, Cap c'est déjà un beau bateau, ouais. un beau bateau, ou même d'autres, je pensais à ça, mais à partir du moment où voilà, tu considères que tu le pontes, etc., voilà. Est-ce que c'est quand même pas mieux d'avoir recours une fois que tu investis dans un éco, etc., est-ce que c'est quand même pas mieux d'avoir recours à un professionnel habitué pour te poser la sonde? Alors, en fonction des lieux géographiques sur lesquels on est et puis des différents installateurs ou réparateurs de bateaux qu'on peut trouver à côté de chez nous, pourquoi pas? Ils ont l'habitude de faire ce genre d'opération. Après, dans la notice dont on parlait au tout début, qui peut avoir tendance à donner mal au crâne, il y a quand même quelques schémas assez bien explicites sur le positionnement de la sonde sur le tableau arrière. Okay. L'idée, c'est de prendre un peu plus de temps à lire cette notice, notamment sur cette phase d'installation de sonde, qui est quand même la chose la plus importante, ce qui donne quand même 80% de la qualité d'image qu'on va avoir à l'écran, des retours d'informations qu'on va avoir à l'écran. D'origine, l'étrier livré avec, on peut soi-même le monter assez facilement. Il est préférable de lire un petit peu sa notice, de bien se focaliser sur cette partie installation de sonde. Et auquel cas, si on a des doutes, de nous passer un petit mail, tu vois, sur le site pêcheur, dans le rayon navigation, de me passer un petit mail pour me demander exactement, si on a un doute, la position, la profondeur de la sonde en fonction de l'embarcation, du moteur qu'on utilise et du type de bateau. Tu parlais d'un Cap 370 tout à l'heure, qui est déjà un beau bateau, mais qui n'est pas le plus facile à installer les sondes. Avec le retour des boudins qu'on a à l'arrière, c'est vraiment pas le plus simple pour installer une sonde. Une petite sonde traditionnelle, pourquoi pas. Une sonde assez technique, assez grosse sur des appareils un peu plus conséquents, ça devient un peu plus sportif. C'est faisable, mais ça prend un peu plus de temps. Mais oui, mais par contre, si tu le fais pas bien, tu as investi dans du matériel potentiellement coûteux qui te sert à rien, en fait. C'est ça. C'est envoyer la bonne information. En mode sondeur 2D, si tu veux, c'est des fréquences relativement basses qui sont un peu moins exigeantes en termes de position de sonde. D'accord? Dès qu'on va passer sur des technologies supplémentaires comme d'imagerie scannerisée verticale ou latérale, et après le live, c'est encore une sonde supplémentaire à côté, mais dès qu'on va augmenter les technologies, là, il va falloir être encore un peu plus rigoureux parce que en fonction des angles de détection des différents modes techniques qu'on utilise, là, on doit avoir une sonde positionnée correctement sur son embarcation. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, on ne positionne pas une grosse sonde assez technique, complète en technologie, sur une petite perche sur le côté du bateau qu'on peut utiliser, avec un moteur de 40 chevaux, parce que là, on risque de plier la canne support de sonde, d'arracher la sonde et par le retour de câble, de se prendre ça dans la figure dans le bateau. Donc, il faut un minimum de réflexion et puis ne pas hésiter surtout à nous demander conseil pour bien installer la sonde. Et comme tu le disais, ça fait partie du résultat final à l'écran, la bonne position de sonde.
Et, et du coup, donc là, on a parlé de la sonde, les écrans. Bon, les écrans, ça reste un écran qui renvoie une information selon le paramétrage qu'on a choisi. Par contre, il y a un truc, il faut absolument qu'on en parle, c'est le cône de détection, tu vois. Tu peux expliquer comment fonctionne justement ce fameux cône de détection et comme quoi, des fois, il peut te tronquer une information. Tu vois, on a tous connu, je le dis, on a tous connu le silure qui fait 4 mètres Oui, sur un cône de détection, tu vois. c'est ça. Disant, oh, on a le plus gros poisson, tu vois, il est énorme. Et en fait, pas forcément, tu vois, parce que c'est juste le poisson qui passait dans ce cône, enfin, qui a bien suivi le cône à ce moment-là, tu Ouais, vois. c'est ça. Bon, après, ça reste. Tu peux nous l'expliquer Ben, en fait, ça paraît relativement simple, mais c'est vrai qu'en situation réelle, des fois, ça peut être un peu déconcertant. En fait, donc, on a parlé de la position de la sonde. Donc, ça, c'est une chose technique. L'écran retour, qu'il soit tactile ou pas, ou à bouton, peu importe, pour avoir le retour d'image. Et on a parlé en mode sondeur 2D tout à l'heure d'un cône de détection. Donc, un cône comme un cône de la route, hein, tu vois la forme, hein, ça part du plus serré en haut et ça s'écarte sur le bas. Donc, dans cette partie-là, tu peux avoir des angles morts en fonction de l'inclinaison du fond, parce que tu vois que sur une pente comme ça, l'onde qui descend ici va toucher en premier la partie la plus haute, et sur la partie la plus basse, en fonction du diamètre, va avoir ce qu'on appelle une zone d'ombre. Les échos qui peuvent ressortir à l'image, et notamment quand c'est des poissons, la forme des échos qu'on va apercevoir à l'écran va varier en fonction des fréquences qu'on utilise, quelques réglages sur l'appareil et de notre vitesse de déplacement. Tu parlais tout à l'heure d'un silure de 4 mètres de long sur l'écran. Par exemple, tu es sur ton bateau, sur ton flotte tube, en statique à l'arrêt sur ton lac. Il n'y a pas de vent, donc ton bateau bouge très peu. Et tu es sur la détection d'un écho de poisson, qui lui aussi est statique. Le principe de défilement d'une image d'un sondeur, c'est que l'écran, quand tu le regardes face à toi, la sonde est toujours côté droit de l'écran. C'est la première information que tu vas avoir à droite de ton écran. Et l'historique va défiler sur la partie gauche de l'écran. Si tu es statique et que l'écho, le poisson est lui aussi statique, peu importe la profondeur à laquelle il est sous ton bateau, les ondes qui touchent cet écho en permanence vont te dessiner un trait qui part du côté droit de l'écran et qui va continuer de défiler tant que tu n'as pas bougé et que le poisson n'a pas bougé jusqu'à la partie gauche. Et s'il reste là 20 minutes et que toi aussi, en permanence, tu auras ce trait qui apparaît à l'écran. Donc là, on parle d'une partie statique de ton embarcation et également du poisson qui est situé dessous. Très difficile à comprendre ce que ça peut être ce trait qui est plus ou moins profond dans la colonne d'eau. Mais généralement, c'est qu'on n'a pas de vitesse de déplacement et qu'on a un poisson et qui est également, lui, statique sur la zone. Donc, les ondes le balayent en permanence et l'image qui est rafraîchie en permanence te donne la même information. À la même vitesse. Oui, également, tu le suis à la même vitesse. C'est exactement ça. En fait, l'apparence des échos, quand tu regardes sur les boîtes, quand tu reçois ton sondeur à la maison, une fois que tu l'as commandé et qu'il est livré, tu regardes sur la boîte, il y a toujours une photo de ton écran avec un bel écho en arc de cercle. C'est comme ça que le côté marketing rentre en jeu sur cette partie-là. Cet arc de cercle, pour l'avoir, il y a des gens qui nous disent je suis un peu déçu parce que moi, les arcs de cercle, j'en ai jamais sur mon écran. En fait, ça vient pas de l'appareil qui n'est pas bon ou qui est plus ou moins mal réglé. Alors, même si ça peut être le cas, mais généralement, c'est pas trop ça. Parce que les réglages d'origine déjà fonctionnent relativement bien. En fait, pour avoir cet arc de cercle, il faut qu'on ait une vitesse de déplacement plus ou moins importante. Donc, en statique, on rappelle, ça fait un trait statique à l'image, ou alors juste un trait horizontal. Dès qu'on va se déplacer, à partir de 0,5, 0,6, aller 1 km/h, dès qu'on va rencontrer un poisson, on va commencer par prendre la queue du poisson, le dos du poisson, la tête du poisson. Et donc, en croisant cet écho qui, lui, est statique avec nous, une vitesse de déplacement à partir de 1 km/h, on va commencer à dessiner ces arcs de cercle à l'écran. C'est comme ça qu'on reconnaît un poisson par cette forme d'arc. Il faut une vitesse de déplacement minimale pour commencer à le voir. En statique, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est quand tu fais une dérive, par exemple. Voilà, exactement. Après, les échos peuvent apparaître de différentes couleurs. C'est aussi un petit truc technique
que j'ai appris depuis 2004, que j'utilise les premiers échos. Au début, ils étaient noir et blanc, donc forcément, tu n'avais que des retours d'informations en noir et blanc à l'écran. Maintenant, avec les écrans couleurs, on a un peu plus de détails qui sont intéressants, notamment sur la structure du fond, dont la couleur varie en fonction de la dureté du fond. Et sur les poissons, plus un poisson est épais, plus sa vessie natatoire est importante. Et comme encore une fois, c'est généralement les bulles d'air qui nous donnent cette information d'écho, tu comprends bien que sur une carpe, on aura un écho en arc de cercle si on se déplace à petite vitesse dessus, avec un fond plus ou moins rouge ou orange qui indique la taille à peu près et la hauteur du poisson qu'on vient de détecter. Ce sera plus compliqué de le voir sur une perche de 20 cm et beaucoup plus facile sur une carpe de 15 kg, par exemple, tu vois. Ok. Et ouais, alors pareil, c'est peut-être du coup un mythe, ça. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la pêche au carnat, mais j'aime beaucoup la pratiquer. J'entends souvent, quand c'est une belle banane, c'est un cendre. Rien dire. Non, ça veut rien dire, encore une fois. On peut très bien tomber sur un banc de chevenne, des brèmes ou des choses comme ça, et puis en fonction de la taille des poissons et de notre vitesse de déplacement, on a un arc qui est plus ou moins accentué. Donc, même moi, je vais te dire franchement, avec l'expérience que j'ai sur l'utilisation des différents appareils, il est encore difficile de savoir exactement ce qu'on détecte. On finit avec l'expérience par avoir une idée à peu près de ce qu'on détecte par la zone en fait et la structure sur laquelle on travaille, plutôt que sur l'écho en lui-même. Des fois, moi j'ai une préférence de réglage sur mes appareils, sur mes écrans et notamment en mode sondeur 2D, où j'aime bien utiliser la palette de couleurs sombres. Par défaut, un écran il est réglé en blanc, tu vois, l'arrière-plan est blanc. Tu as plus ou moins de retour parasite en fonction de la sensibilité que tu vas utiliser. La structure sur le fond apparaît en rouge, en jaune, en orange, en vert. Donc le rouge, c'est une structure qui est très dure. Et des fois, en vitesse lente, en dérive, en verticale, par exemple, comme je ne fais pas de vitesse constante, je fais que des à-coups sur mes déplacements pour être très précis. En fonction du cône de détection, j'ai des échos qui apparaissent de couleur bleue par cette palette de couleurs que j'utilise, qui sont pas forcément très grands, mais qui apparaissent en bleu. Donc je sais que c'est des échos qui sont sur l'extérieur du cône de détection. Dès qu'ils vont rentrer dans l'axe, la couleur va changer, ils vont apparaître en vert, en orange et puis en rouge. Donc là, ils sont vraiment à l'aplomb de la sonde. Mais c'est vraiment par la structure que j'arrive à identifier plus ou moins l'espèce des poissons. Alors les brochets qui sont très longs, des fois sont un petit peu plus faciles à identifier. Mais encore une fois, c'est assez rare d'identifier un brochet tout seul, à part quand on pêche en pélagique, dans une hauteur d'eau importante. Mais si tu trouves un banc de petits poissons fourrage avec 2-3 échos dessinés dessous, généralement, on sait que c'est du carnassier. Et en fonction de l'épaisseur du trait qu'on aperçoit et de la banane qu'on aperçoit, en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace, on a une idée quand même de savoir ce que c'est. Les cendres ont l'habitude de vivre très près du fond. Les perches montent un petit peu plus chassées entre deux eaux. Et les brochets sont assez furtifs et très rapides également pour aller chasser sous les bancs. C'est comme ça qu'on arrive à identifier à peu près les espèces de poissons. Il est quand même assez compliqué. On peut prendre n'importe quel utilisateur d'un sondeur, même les plus techniciens, de l'emmener sur une zone qu'il ne connaît pas, parce que sur nos zones de confort qu'on connaît habituellement, où on a l'habitude de prendre du cendre, dans 10 mètres d'eau par exemple, vers un caillou ou un arbre couché, on passe, on voit des échos, on se dit tiens, tu dis à ton pote, putain, ça c'est 2 cendres. Oui, parce qu'en fait 15 jours avant, tu es venu pêcher et tu as pris du cendre sur cette zone-là. Une zone à cendre restera toujours une zone à cendre. Donc le mec il te dit tiens, ça c'est 2 cendres, il y en a 2. Il va te dire ils font à peu près 50. Oui, parce que la semaine dernière on a pris un de 52 et un de 56. Tu vois à peu près. Par contre, tu prends ce même pêcheur, et puis moi le premier, tu m'emmènes en mer où j'adore aller pêcher de temps en temps avec mes collègues guides de pêche également. Tu m'emmènes sur une zone, tu peux me mettre n'importe quel écran dans les mains que je sais utiliser et comprendre. J'aurais du mal à te dire quel écho je viens de voir à l'écran. Il y a des échos, je dirais tiens, ça paraît intéressant. Ça, c'est là des poissons fourrages, voilà, vraiment des petits poissons qui peuvent attirer des gros carnats. Dessous, on voit des arcs de cercle plus ou moins importants. Te dire si c'est un lieu, une vieille ou des bars, j'aurais un peu plus de mal parce que c'est l'expérience
et l'habitude de zone qui détermine ça, en fait. Mm. On n'a encore pas d'écran qui te dit, par la forme d'un écho, tout à l'heure on parlait du fichier au tout début, l'écran est encore pas capable de dire, bah tiens, ça c'est une carte de 15 kilos, ça c'est un centre de 90. Ouais. C'est l'expérience d'utilisation sur nos zones de confort régulières qui nous permettent, au bout d'un moment, d'arriver à déterminer l'espèce de poisson qu'on prend. En gros. Ouais, je comprends. Et du coup, tiens, justement, avant d'enchaîner les autres parties, j'avais une dernière question. Ça envoie des ondes. Je sais Oui. pas si, enfin, je pense, bon, je sais pas toi que je vais apprendre ça, mais franchement, quand on se met l'oreille contre un échosondeur, les ondes, enfin, tu sais, on les entend bien, quoi, tu vois. Ouais, ça claque. Alors, Euh, effectivement, comme c'est une impulsion qui est donnée dans la sonde, hein, et qui va permettre d'émettre cette onde pour qu'elle puisse partir, hein, c'est ça qu'on entend dans la sonde. C'est souvent aussi comme ça que quand on a des demandes de clients qui nous disent « je suis pas certain que ma sonde fonctionne », moi, je leur préconise d'allumer l'appareil, de mettre la sonde dans la paume de leur main et d'écouter justement ce cliquetis. Du moment qu'on l'écoute claquer, c'est que la sonde fonctionne. Donc déjà, s'il y a un problème d'affichage d'image ou des choses comme ça, on sait que généralement, ça provient pas de la sonde. Une sonde ne doit pas tourner hors de l'eau trop longtemps parce que cette céramique qui est à l'intérieur peut finir par chauffer et se fendre. Et du coup, l'appareil ne fonctionnerait plus. Donc, il faut qu'elle soit protégée par la densité de l'eau. Donc, c'est pour ça que même quand on fait des tests à la maison, qu'on veut faire des tests de branchement ou de fonctionnement, si on a changé sa configuration électrique dans le bateau, bah, si on veut faire des tests qui durent plus de 5 minutes, bah, la sonde, on la décroche de son support, on la met dans un seau d'eau et puis on risque rien. On ne verra rien à l'écran, évidemment, parce que c'est pas dans 30 cm d'eau qu'on va déterminer quelque chose, mais au moins on protège sa sonde. Et du coup, pour toi, quel est l'impact justement de ces ondes sur les poissons? Alors, tu penses qu'il y a je pense qu'il n'y a aucune étude scientifique qui est sortie là-dessus. Moi, je n'en suis pas conscient. Il y en a pas vraiment. Les retours qu'on en a, c'est sur des utilisateurs d'éco-sondeurs et des pêcheurs assez spécifiques, notamment les pêcheurs de silure, par exemple, qui, eux, sont focalisés sur des poissons et sur des zones particulières où on peut avoir plusieurs sujets au même endroit, ou sur le cendre, par exemple, hein, sur certains techniciens du cendre, qui arrivent à déterminer que sur certaines zones, quand on les fait encore une fois régulièrement, tous les week-ends, plusieurs fois par semaine, ben, ce clic-clic que tu entends à l'oreille ou dans ta main autour de la sonde va plus ou moins augmenter en fonction de la technologie que tu utilises. Par exemple, si tu utilises la technologie Side Imagine, qui, elle, travaille sur des fréquences plus élevées, fait beaucoup plus de bruit que les fréquences du sondeur 2D traditionnel. À force de pêcher sur des zones régulièrement, de capturer des poissons, et dès que tu prends un des sujets dans un groupe de sujets qui montent en surface en se débattant, bah, ça attire la curiosité des autres. C'est ce qu'on voit sur les images de pêche de perche, par exemple, hein, où elles viennent voir ce qui se passe ou essayer de piquer l'appât à sa copine à côté qui est en train de se faire capturer. C'est le cas également pour les silures. Donc, les poissons sont quand même un minimum stressés et ils finissent en gros par comprendre que ce bruit à la surface de cliquetis en permanence est lié à un potentiel danger sur le fond. Bien souvent, il y a des utilisateurs sur certaines zones et des poissons très compliqués, très difficiles à prendre, ou de plus en plus difficiles à prendre, déterminent la zone exacte par le GPS de l'appareil quand on a une fonction GPS sur l'appareil et préfèrent suivre des trajectoires enregistrées sans utiliser l'écho, en fait, parce qu'ils connaissent quand même la profondeur et leur système de dérive, pour éviter ce bruit de sonde en permanence et d'arriver à capturer des poissons relativement difficiles. Après, dans l'expérience que moi j'en ai, j'ai un moteur électrique à l'avant connecté au sondeur qui dispose également d'une sonde. Donc, j'ai la sonde tableau arrière, la sonde du moteur électrique à l'avant. J'ai une sonde 360 degrés également positionnée à l'avant. J'ai une sonde live sur le côté du bateau. Donc, j'ai 4 sondes qui tournent en même temps. Et sur mes différents tests et mes différentes formations électroniques, on a tout le temps réussi à capturer des poissons, malgré qu'on ait 4 sondes qui tournent. Je dis pas que c'est faux, que le bruit des sondes n'effraie pas les poissons. C'est certainement vrai. Il y a certains cas et certains endroits où c'est vraiment le cas. C'est ça. La plupart du temps, c'est vrai. On n'en est pas là, quoi. C'est encore pas, voilà.
Ok, non, mais voilà, c'est c'était une question purement ouverte sur un espèce de débat qu'il peut y avoir C'est vrai que là-dessus. sur une embarcation qui a 2, 3 écrans avec 3, 4 sondes, si on voit les échos, qu'on voit des échos, qu'on pense que c'est potentiellement du carnassier, qu'on a du mal à les prendre, on peut s'amuser à couper 2 sondes sur 3, par exemple, d'utiliser uniquement la technologie 2D qui fait un petit peu moins de bruit au niveau du bruit de la sonde pour voir ce que ça change en fait, hein, tout simplement. Hmm. C'est vrai que des fois, ça peut faire la différence pour capturer ne serait-ce qu'un, voire plusieurs poissons sur une microzone en fait. Ok. Et du coup, là, je rembraye, parce que là, tu viens de nous parler de la 2D, tu m'as parlé Pardon. du downsizing, je crois. Tu m'as également parlé du side imaging. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer un peu toutes ces technologies? Parce que c'est vrai que des fois, tu achètes un écho, de différentes qualités, différentes marques, et puis tu vois à peu près s'afficher toutes ces technologies. Mais du coup, voilà, les plus connus, et puis dans quel cas les utiliser, quoi. En fait, le sondeur 2D traditionnel restera toujours la base d'un éco-sondeur. Ça, c'est la base, hein, d'accord? Pour avoir la structure du fond, la colonne d'eau, l'identification des poissons. Tous les sondeurs peuvent être utilisés en eau douce, mais également en mer. Il n'y a pas de modèle spécifique pour la mer, pour l'eau salée, hein. Ok, C'est les mêmes d'accord. technologies, seulement en fonction des zones qu'on utilise en mer, en Méditerranée, quand il tombe dans des profonds à 1000-1500 mètres rapidement, ben, une sonde traditionnelle 83-200 pour l'eau douce, Hmm. généralement, c'est comme ça qu'on l'utilise, aura du mal à travailler au-delà de 100 mètres en mer. Donc, un pêcheur en mer qui veut se dire, bah, tiens, moi, je vais aller chercher des lieux et certains autres poissons à partir de 80-100 mètres. Bon, ben, Hmm. on lui préconise pas une 83-200. On va lui proposer de prendre une sonde 50-200. Encore une Ok, fois, cette fréquence basse de 50 kHz ça ouvre un permet. diamètre large dans peu d'eau, mais également est capable d'aller profond. Là, on peut aller taper jusqu'à 450 mètres environ sur le fond. On voit encore la structure et on y voit encore le déplacement des poissons. Ok, Un 83-200 pourrait fonctionner, mais il aurait du mal à identifier les échos dans une telle profondeur, quoi. Donc, on oui, a donc, aussi ce choix de sonde en fonction du lieu où on navigue, que ce soit en mer, en eau douce, et surtout de la profondeur qu'on a l'habitude de sonder. Le 2D, donc, c'est une forme de perception des échos traditionnels. Après, on a ce qu'on a l'imagerie scannérisée verticale, donc le Dawn Imagine pour certaines marques, qui s'appelle différemment en fonction des marques. Donc, c'est une imagerie scannérisée verticale. Alors, plutôt que ce soit un diamètre sur le fond, là, hmm. c'est une lame qui va couper le diamètre par son axe en perpendiculaire. Donc là, je rentre un petit peu dans le technique. Je regarde si tu transpires pas. Je t'ai pas perdu pour Ah l'instant. non, ça va, je Donc, vous suis. plutôt que d'avoir un diamètre sur le fond, dans Ouais. l'axe de déplacement, bah là, le Dawn Imagine, la vue scannérisée verticale, c'est une lame donc qui descend à l'aplomb de la sonde et perpendiculaire à la sonde et qui, elle, travaille sur des fréquences beaucoup plus élevées. Donc, généralement, ça à partir de 455 kHz jusqu'à 800 et voire 1200 des appareils et des sondes de plus haute définition. Plus on va augmenter la fréquence et plus on aura une qualité d'image intéressante. Et en même temps, plus on a une fréquence haute et moins on est capable d'aller profond. Il Hmm. faut l'utiliser à bon escient en fonction de la profondeur dans laquelle on zone. Mais à Ouais. partir de 455 kHz, la détection du fond sur cette lame nous permet d'identifier le sable, les cailloux, les structures immergées, les branches d'arbres, les bateaux noyés, n'importe quoi. Là, on a une image qui se rapproche de la photographie. Hmm. Alors que le 2D, c'est vraiment un balayage d'ondes avec une identification plus ou moins Et, compréhensible de ce qu'on voit. L'imagerie scannérisée, elle, se rapproche de la photographie. et là, pour schématiser, en gros, donc, tu as ta sonde, elle est parallèle à l'eau, Ouais, ça vient couper droit en dessous, oui, et en gros, là, c'est quasi de l'instantané. Qu'est-ce qui oui. rentre en fait, dans ce cadre? En fait, on peut même créer c'est plus un cadre au final. Qu'est-ce qui rentre dans ce cadre sur la hauteur d'eau, en gros? En fait, c'est par rapport au diamètre du sondeur 2D traditionnel, il faut bien comprendre que c'est une lame en perpendiculaire, donc elle n'est pas épaisse, cette lame.
Okay. Des fois, on y voit quand on image sur certains écrans, quand on fait de l'imagerie partagée avec d'un côté 2D, de l'autre côté le Don Imagine, le Don Scan, peu importe, le Clearview de chez Garmin par exemple. Tu peux avoir des échos dans le 2D qui apparaissent parce que le diamètre est plus ou moins important, mais qui ne sont pas encore entrés dans cette lame du Clearview. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et des fois, comme la lame, cette lame, elle dépasse un petit peu plus le diamètre de détection du mode standard 2D traditionnel. Tu peux voir un écho rentrer dans le Clearview que tu ne vois pas dans le 2D. Par contre, sur cette faible épaisseur de lame, là, c'est plus une histoire de la fréquence qu'on va utiliser, 455, 800, 1200, ne change plus la largeur ou le diamètre de cette lame. Il faut considérer l'imagerie scannérisée comme une lampe torche. Ouais. D'accord? Tu te mets à l'aplomb de ton bateau, à l'aplomb du fond, avec une lampe, tu éclaires sur le fond. Ça va te permettre, comme dans le noir, en fait, tout simplement. Si tu as une imagerie, une lumière trop intense dans faible profondeur, tu es presque ébloui, donc tu as des retours assez cramés au niveau de l'image. Si là, tu adaptes la lumière douce en passant en 800 ou en 1200 quand on peut l'avoir sur la sonde, tu as un éclairage doux qui te permet de bien voir le détail sur le fond. Donc, tout ce qui est imagerie scannérisée verticale ou latérale sont à considérer comme un éclairage avec une lampe torche. Plus on va mettre une lampe puissante, plus on ira loin, profondément. Donc, généralement, l'imagerie verticale ne dépasse pas les 70 mètres la plupart du temps. C'est assez rare de pouvoir aller au-delà, ce qui est déjà important. Puis, en utilisation réelle en eau douce, c'est jamais trop le cas, en fait, à part peut-être pour la mer. Voilà. L'imagerie scannérisée latérale, elle, on peut régler la portée de chaque côté de la sonde jusqu'à 110 mètres à droite, 110 mètres à gauche, donc 220 mètres de couverture. Et donc là, plus on va chercher loin, plus on va utiliser la fréquence basse, donc le 455 qui donne un éclairage plus puissant pour être capable d'identifier les structures à grande distance. Ouais, c'est ça. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on voit principalement. Alors, c'est plus dans les images que j'ai dans ma tête, c'est Humminbird, je crois. C'est valable chez tout le monde, Humminbird, Lowrance, Garmin. Le bateau qui avance, tu vois ton bateau et tu vois toutes les structures de chaque côté. C'est ça. Qui permet de voir potentiellement les arbres immergés sur bordure. Les boules de poisson fourrage, tu vois absolument tout avec. Et de temps en temps, tu vois un truc, une banane qui part du haut. C'est un brochet, tu vois, qui peut être posé là, quoi. Alors, l'utilisation de cette technologie-là, comme le Side Imagine, ce qui permet le Side Imagine, le Side Scan chez Lowrance ou le Side View chez Garmin. Donc, c'est l'imagerie scannérisée latérale, donc qui va chercher assez loin de chaque côté de la sonde. On a une règle de base pour l'eau douce, on se dit qu'on prend la hauteur d'eau moyenne à laquelle on navigue et on multiplie cette hauteur par 3. Donc, par exemple, quand on est habitué à pêcher dans 10 mètres, moi, j'ouvre mon cône de détection de chaque côté en side à 30-35 mètres, tu vois. Mais en un seul passage, je suis capable de couvrir 70 mètres quand même. Et en fait, l'intérêt de cette technologie-là, c'est faire de la prospection. C'est-à-dire que je connais pas trop le secteur, je cherche des bancs de poisson fourrage ou des bancs de perche qui pourraient m'intéresser pour pêcher la perche et également intéresser d'autres carnassiers qui suivent ce banc pour se nourrir. Je vais utiliser mon side. Je vais regarder ce qui se passe à droite de ma sonde et à gauche de ma sonde. Je vais marquer des points GPS sur des structures ou des bancs de poissons qui m'intéressent pour revenir pêcher dessus donc en navigation GPS et me mettre à pêcher en 2D et en down scan sur les structures ou les bancs de poissons fourrage que j'ai pu identifier. C'est comme ça qu'on utilise le side. Il permet de faire de la prospection à grande distance, de marquer des points GPS, de s'y rendre par la suite pour changer de mode technologie. Évidemment, on ne va pas pêcher en vertical avec un mode side imagine parce que ça ne servira pas à grand chose. Tu peux pas effectuer de bathymétrie non plus avec. Alors, la bathymétrie, elle passera par la fonction GPS de l'appareil, soit par l'ajout d'une carte déjà prête en bathymétrie, soit par les fonctions des appareils qui sont capables de créer des bathymétries en temps réel au fur et à mesure de nos déplacements, en fait. Ça a un intérêt, le GPS, on en parlera rapidement par la suite, mais en mer, c'est très, très important, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, mais également sur la qualité de la pêche, donc la qualité du suivi des dérives, où là, eux travaillent précisément en fonction des courants des marées, des courants du vent et compagnie, dans les suivis de dérives sur des structures pour arriver à capturer des poissons. Autant tout ce qui est technologie va leur permettre de faire de la prospection au préalable, identifier des zones qui seront potentiellement intéressantes, et une fois qu'ils ont trouvé cette zone, en fonction des marées et des courants,
de se positionner en haut d'une dérive, de dériver dans le sens de la trajectoire qu'ils ont identifiée par le GPS. Donc, en comblant plus ou moins soit moteur thermique, soit moteur électrique pour ceux qui sont équipés de moteur électrique, et de suivre cette dérive en permanence. En eau douce, c'est un peu différent. En eau douce, on a généralement beaucoup moins de profondeur, on n'a pas trop de courant. Quand on pêche en lac, on en a un peu en rivière, mais on n'est pas sujet à toutes ces problématiques de suivi de dérive. Et on est bien souvent équipé de moteurs électriques avec un module GPS à l'avant qui nous permettent de tenir des suivis de dérive intéressants. Donc, quand on trouve une zone intéressante, on side et qu'on s'y rend pêcher en vertical, bah, si on a identifié la bonne hauteur d'eau des poissons le jour J et qu'on a le bon leurre au bout de la canne et qu'en vertical, on prend plusieurs poissons sur 10 mètres de dérive, bah, notre GPS, même si on n'a pas activé la vue à l'écran, lui a enregistré notre trace de déplacement et on est capable, via cette vue, de rediriger son bateau et de suivre cette trajectoire pile poil pour reprendre des poissons à nouveau. Ok, ouais, non, mais ça, oui, c'est un complément de technologie, quoi. C'est très intéressant d'avoir, quoi qu'il en soit, la plupart du temps, à part les petits appareils qui ne disposent pas de module GPS, après, tous en ont un avec un lecteur de carte. Garmin, par exemple, propose des appareils comme la gamme Striker Vivid avec une fonction GPS, mais sans lecteur de carte, qui passent, eux, par une application et sont capables de, même sans rien faire, d'avoir une trajectoire de bateau enregistrée, de marquer des points GPS. Et via l'application Active Captain, par exemple, à partir des tailles 7, qui sont capables d'associer l'application Wi-Fi du téléphone à l'appareil, bah, on est capable de télécharger des cartes, de faire du partage de données avec d'autres utilisateurs de la technologie Active Captain, par exemple. Et ça permet de retrouver des zones ou de suivre des trajectoires vraiment précisément. Des fois, c'est des micro-zones. Hein, on se retrouve sur 5 mètres de dérive. Sur 2 mètres de large, les poissons sont calés ici et pas ailleurs. Donc, c'est important d'avoir cette petite fonction GPS pour repasser précisément sur la zone qu'on a identifiée et sur laquelle on a pris les poissons. Et c'est encore mieux quand c'est rattaché directement avec ton moteur avant, par exemple. Alors, voilà, on a cette possibilité-là. On peut très bien naviguer avec son moteur électrique tableau arrière, comme toi, tu l'as par exemple pour la carpe, et suivre une courbe bathymétrie ou du GPS via ton sondeur, même si tu n'es pas relié. Ça marche. Tu vois ton bateau, tu vois ta centre de déplacement. Voilà. Après, on a sur certains appareils, en fonction des compatibilités des appareils, en fonction des marques surtout, hein, la possibilité de relier son moteur GPS à l'avant via un câble réseau au sondeur et de piloter le moteur via le sondeur pour lui dire, bah, tu vois, là, la ligne bathymétrie à 9,50 m, je veux que tu la suives tout le long du lac pendant que moi, je fais du power fishing ou de la verticale. Donc, ça existe aussi de ce côté-là. Mais il faut un appareil, un moteur compatible avec un sondeur compatible et avoir une gestion des bathymétries qui soit créée par les appareils pour que ça fonctionne. Hein. Ok. Et on va attaquer un sujet qui est à la mode en ce moment sur les éco-sondeurs. C'est la technologie live. Ouais. Alors voilà, toi depuis tout à l'heure on parle des cônes, des 2D, etc. Machin, et depuis quelques années maintenant, ouais. parce que bon, c'est encore assez confidentiel il y a encore 3-4 ans, mais maintenant ça explose un peu. Toutes les grandes marques ont sorti une technologie live. Live, ça veut dire le direct. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? En quoi ça révolutionne la pêche, etc. quoi. Alors, c'est une nouvelle technologie qui a à peu près 4-5 ans maintenant. C'est Garmin les premiers hein, qui ont mis en place ces technologies-là, qui nous ont permis d'avoir des images, comme tu l'as dit, en temps réel. Par rapport à donc c'est toujours l'ajout d'une sonde supplémentaire. C'est pas la sonde tableau arrière qui est capable de faire ça toute seule. C'est vraiment une sonde à part, une sonde dite live hein, dans toutes les marques, qui s'ajoute en complément de la sonde tableau arrière qu'on a déjà et qui se positionne sur une perche généralement positionnée sur le côté du bateau, sur l'avant, voire sur des moteurs électriques en fonction des systèmes de configuration qu'on trouve dans différentes marques. Et donc, on va pouvoir utiliser notre sonde traditionnelle tableau arrière pour la prospection avec le side, des choses comme ça, le GPS, et basculer sur cette technologie live qui, là, nous donne une perception des échos
comme une vidéo en fait. Autant on parlait tout ce qui est vue scanner verticale et latérale proche de la photographie. Là, on passe sur de la vidéo en temps direct. Alors, attention, c'est pas une vidéo comme avec ta GoPro dans l'eau où tu vois tes poissons nager. Mais en gros, c'est presque ça. Là, tu identifies clairement les nageoires des poissons, leur sens de déplacement, les bancs de poissons fourrage nager, et tu les vois surtout réagir aux différents leurres ou appâts que tu vas descendre dans l'eau. Donc là, on passe un cap supplémentaire. Donc, comme quoi, tu vois, ça ne cesse d'évoluer et je pense qu'on est encore loin d'être au bout et on sera surpris de voir ce qu'on peut avoir. Ça nous permet, moi, dans l'utilisation que j'en ai, et depuis que j'ai, donc c'est assez facile à comprendre comment ça marche parce que quand tu maîtrises un petit peu les fonctions de base d'une sonde traditionnelle, bah, tu comprends que là, tu vois des images en temps direct. C'est une sonde qu'on articule sur une perche à 360 degrés, par exemple, parce que cette sonde a la capacité de regarder en vertical sur le bas, sous une forme de triangle, en gros. C'est pas un diamètre, mais c'est vraiment un triangle qui va chercher sur l'avant et sur l'arrière de la sonde. Et on peut incliner cette sonde pour qu'elle ait tendance à regarder derrière et également devant, loin devant, jusqu'à 30-35 mètres, pour nous permettre d'identifier des poissons qui sont dans des colonnes d'eau, dans des structures, des choses comme ça. Et là, on voit de l'imagerie en temps réel, on les voit nager en temps réel devant nous. Donc, la perception de tout ça, ce que moi j'en ai, c'est que malgré mon expérience en bateau, depuis de nombreuses années maintenant, on pense tous savoir des choses, on pense tous avoir à peu près compris comment d'arriver à capturer un carnassier dans le lac. Et au final, quand on a utilisé une sonde live qui te donne ces images en temps réel, où là, tu vois passer je te mens pas en disant plusieurs milliers de poissons dans la journée, tu te dis, en fait, tout ce qu'on savait au préalable avec nos appareils plus ou moins grands et notre expérience, en fait, on connaissait pas grand-chose. Là, on s'aperçoit, ce qui est vraiment intéressant, moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette technologie-là, c'est le comportement des poissons, en fait. Leur réaction au bruit dans le bateau, à la couleur du leurre que tu descends, un finesse, un shad avec une vibration un peu différente, où là, tu vois ton leurre descendre, tu t'arrêtes au-dessus de l'écho que tu vois nager, et tu vois tout de suite sa réaction. Donc, il monte par curiosité quand même voir ce qui se passe, ce que c'est, et tu le vois fuir en furie, comme une balle. Et là, tu te dis qu'en fait, depuis des années, tu as des milliers de poissons qui viennent voir tes différents leurres et qui s'enfuient parce que, alors, c'est un côté assez frustrant parce que on voit énormément de poissons, ça les fait pas monter pour autant dans le bateau. Le plus important, comme disait mon formateur en guide de pêche, le plus important, c'est ce qu'on met au bout de la canne, mais du côté du talon, c'est-à-dire nous, tu vois. Ça les fait pas monter dans le bateau pour autant, mais par contre, ça nous fait apprendre énormément sur leur comportement et également, ça permet de capturer de beaux sujets. Sans cette technologie-là, c'est vrai qu'on aurait plus de mal, ou on aurait énormément de mal à aller chercher des poissons sur des zones sur lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Là, on parle de pélagique, de shark shooting. C'est des termes assez techniques dans la sonde live. Donc, le pélagique, ça existe depuis tout le temps, notamment pour la pêche en mer. C'est des poissons qui sont dans des zones, dans des colonnes d'eau assez importantes, entre deux eaux, plus ou moins situées dans une colonne d'eau en fonction de la température de l'eau. Enfin bref, il y a différents paramètres qui font qu'ils se positionnent là-dedans. Mais généralement, on trouve ça dans des colonnes assez importantes. Pour imaginer un peu tout ça, en lac de barrage, on a tous tendance à pêcher en vertical le carnassier et les bordures. Une fois qu'on a pensé identifier la profondeur à laquelle se tiennent les poissons le matin, ça, je te donnerai l'astuce vite fait après quand même, c'est gratos. On pêche tous les bordures. Et maintenant, via ces technologies live, tu vois de plus en plus de bateaux quitter les bordures pour les pêcher en plein milieu du lac, où on a 50, 60, 70 mètres d'eau sous la sonde. Donc, notre sonde traditionnelle n'a plus aucun intérêt de fonctionner dans cette profondeur-là. Donc, généralement, il est conseillé de la couper pour éviter des retours d'interférence. On va utiliser la vue scannésée verticale, le live en vue d'on, où on va régler également, moi j'ai l'habitude de régler une profondeur maxi. Je me dis qu'au-delà de 16 mètres, je ne vais plus chercher les poissons en dessous pour éviter encore une fois le phénomène de décompression et d'abîmer des poissons
par la suite. Donc, je règle ma profondeur à 16 mètres et je vais identifier des poissons qui naviguent dans cette colonne d'eau entre 0 et 16 mètres et essayer de leur présenter un leurre en temps direct. Donc, quand tu regardes en shark shooting, c'est tir de précision sur l'avant. La traduction, c'est en gros, c'est ça, c'est un tir de précision. Donc, c'est pour ça que la sonde est orientée sur une perche qui a une rotation de 360 degrés. Ça nous permet de scanner droite, à gauche, devant, d'identifier un poisson, de se caler dessus et en fonction de sa distance, d'être capable de lancer un leurre assez précisément dans ce cône qui n'est pas très large, hein, de l'autre côté à 20 mètres ou à 30 mètres. Et on voit son leurre descendre à la colonne d'eau et on voit les réactions du poisson suivre derrière. Okay. Donc, c'est une technologie révolutionnaire que toutes les marques maintenant travaillent. L'initiative à la base, c'est quand même Garmin avec leur Panoptix et après le Livescope, LVS32, LVS34 maintenant et une XR62 qui, elle, est capable d'aller travailler en mer dans des profondeurs plus importantes, qui est intéressant pour la pêche du thon, des choses comme ça. Donc, là, on est passé sur une autre technologie qui nous fait découvrir des choses exceptionnelles, qui nous permet de prendre quand même pas mal de poissons qu'on n'aurait pas l'habitude d'aller chercher. Et en plus de beaux sujets, parce qu'on est là, on a la capacité d'identifier la taille quasiment des poissons qu'on recherche, parce qu'on peut, par l'ajout de fonctions sur les appareils, identifier des grilles. Par exemple, on dessine un quadrillage sur ton écran qui est calé tous les mètres ou tous les 2 mètres, qui te permet d'identifier la longueur de l'écho qui rentre dans la case. Donc, tu vois qu'on est maintenant aussi capable de se dire, bah tiens, moi, en dessous d'1,50 m, je ne vais pas le chercher, tu vois, quand on pêche les silures. Je vais chercher que les 2 mètres, donc ceux qui rentrent dans la case des 2 mètres, par exemple, pourquoi pas. Mais je veux dire, c'est une technologie vraiment intéressante. Alors, il y en a qui la dénigrent, hein, qui trouvent que ce n'est plus de la pêche. Moi, je considère que personne n'est obligé d'acheter une sonde live. Et il faut quand même avoir les moyens parce que le budget est quand même conséquent. On comptait entre 1500 et 2000 euros pour une sonde live, hein, quand même. Sans l'écran. Sans l'écran, on parle que de la sonde, hein, d'accord? Et c'est pareil, quand tu as une sonde live comme ça, c'est quand même bien d'avoir un écran de combien de pouces minimum? Alors, il y a des appareils en 7 pouces qui fonctionnent avec le live. Du moment qu'ils sont compatibles réseau, ça marche. L'idéal en confort de lecture, c'est quand même à partir du 9 pouces où ça devient intéressant pour avoir une belle compréhension de lecture et un confort d'image à l'écran. Donc encore, tout dépend où on a positionné son écran par rapport à son poste de pêche dans le bateau. Mais 9 pouces, ça commence à être vraiment intéressant. Donc tu vois, c'est un budget conséquent. Tu as que la sonde, entre 1500 et 2000 euros, tu n'as que la sonde. Il faut que tu aies un écran compatible. C'est aussi le revers de la médaille. Hein. C'est l'ajout des sondes live travaille par une connectique qu'on appelle réseau Ethernet. Donc, tous les appareils ne sont pas compatibles réseau Ethernet, n'ont pas cette broche. Donc, il faut avoir un appareil compatible. Il faut avoir une perche de sonde qui permet de remonter la sonde pour la navigation haute vitesse, la redescendre en zone de pêche et l'orienter comme on le souhaite. Donc, il faut également penser à cette perche de sonde. Et il faut également penser à l'alimentation qu'on va mettre derrière en électrique parce que généralement, la sonde ou le boîtier de la sonde s'alimente également en 12 volts ou en 24 volts pour certaines marques. Donc, il faut avoir une batterie avec suffisamment d'ampères pour avoir une autonomie sur une journée complète qui permette d'alimenter un écran en 9, 10, 12 ou 16 pouces et une sonde live également à côté. Donc, tu vois que c'est là, on passe sur un cap qui est nettement au-dessus en termes de budget, mais en termes de technologie qui est quand même relativement intéressante. Et moi, avec ma faible expérience là-dedans, même si en fait ça me passionne et j'ai la chance d'avoir des copains qui l'ont, concrètement, le live, enfin la technologie live, pour moi, elle sert dans 2 cas. Et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Le premier, c'est la pêche en pélagique. Parce que aujourd'hui, enfin hier, tu pêchais en pélagique. Et puis chez pêcheur.com, vous avez un super spécialiste qui s'appelle Anthony, qui est capable de lancer 300 grammes de leurre pendant un week-end non-stop en pélagique pour le plaisir. Oui, et là, ça te permet vraiment de dire, allez, je vais aller chercher des zones inexplorées et aller chercher des poissons dans une colonne d'eau
que tu n'aurais jamais fait en temps normal, quoi. Et la pêche à la verticale, où où j'ai pu expérimenter sur 2 cas de figure, le silure déjà. Et là, tu te Oui, rends compte du nombre de refus que tu prends sur les oui, silures en c'est impressionnant, ouais. incroyable, vraiment incroyable. On a pêché le corégone, à la verticale. Intéressant également, ouais. C'est super intéressant de voir déjà sur quel nymphe il monte, comment, est-ce que l'animation elle a un impact, etc., quoi. Mais ça demande des bons réglages de précision. Alors, ça demande une partie de compréhension technique à la base de son appareil, dans ses fonctions de base déjà. Il faut quand même savoir avoir un minimum de maîtrise de son appareil dans ses fonctions de base avec sa sonde d'origine, avant de basculer sur la technologie live. Et après, pour ceux qui franchissent le pas, des fois, qui veulent franchir le pas plus vite, tout simplement, même s'ils maîtrisent absolument pas toutes les technologies, c'est à ce moment-là qu'ils font appel à moi pour les formations embarquées, justement, pour apprendre à découvrir leurs appareils et à utiliser correctement cette technologie live, toutes marques confondues, hein. Le principe de base restera toujours le même. Par contre, un mauvais réglage de sensibilité ou de contraste ou de paramètres sur l'écran ou le compas de la sonde qui serait mal calé ou mal réglé ou pas réglé du tout, a une incidence sur l'image qu'on va obtenir derrière. Donc, du moment qu'on est sur un budget, allez, en gros, de 2500 pour les plus petits jusqu'à 4000 euros en moyenne pour des écrans en 10 pouces avec une sonde live et une perche, tu comprends bien que derrière, il faut quand même avoir un minimum de connaissances, de compréhension dans l'utilisation pour utiliser ce genre de technologie. Alors, on a l'avantage maintenant dans l'ère numérique d'avoir les différents réseaux sociaux qui nous entourent, YouTube, des choses comme ça, Facebook pour les utilisateurs avec des images en temps réel qui sont assez intéressantes sur les explications, la compréhension. Donc, ça donne énormément d'envie. Là, c'est pas vraiment du marketing, hein. C'est vraiment de l'imagerie en temps réel et des vraies images prises par des pêcheurs dans des pêcheurs lambda que nous sommes, quoi, et qui permettent de découvrir ce que c'est, de pouvoir apprendre à l'utiliser. Avec les différents échanges, on finit par comprendre un peu comment ça marche. Oui, et après, alors moi je suis partisan de ça. Quand tu investis entre 2 et 4 000 euros dans une sonde, c'est déjà parce que tu veux augmenter ton confort de pêche, hein. C'est ça. Tu as les compétiteurs hors pair, etc. Ça, c'est une chose, mais après, tu as le reste, le commun des pêcheurs, c'est aussi parce qu'ils veulent se faire plaisir et augmenter leur confort de pêche. Bon, bah, paye-toi une formation, quoi. Et comme ça, tu es bien. J'ai fait un peu plus de 40 sorties l'année dernière. Ouais. Généralement, l'été, c'est là où je travaille généralement le moins parce que déjà, la plupart des gens sont en vacances. Et puis, c'est pas la meilleure saison pour travailler chez nous dans les lacs que l'on pratique. Je travaille à partir de septembre, octobre jusqu'à mars parce qu'on a la chance de pouvoir pêcher un peu plus tard chez nous. Donc, tu vois, sur cette période-là, j'ai quand même fait 40 formations électroniques à différents clients sur une utilisation d'un sondeur de base traditionnel en 4 pouces jusqu'au 12 pouces avec une sonde live connectée à un moteur réseau devant. Et ça a permis de gagner un temps phénoménal. En fait, sur une journée de formation, alors généralement, j'adapte mes programmes en fonction des compétences techniques, compétences de compréhension de mes clients. C'est difficile de leur donner des infos techniques toute la journée pour pas les écraser. Ça reviendrait à lire la notice technique dont on parlait au début. Mais je m'adapte à leur niveau de compréhension et on le fait par étapes, hein. Si généralement une journée n'est pas suffisante, on prévoit d'en avoir une seconde pour travailler un peu plus profondément dans la technologie. Mais à la base, une journée te permet de gagner à peu près 6 à 8 mois d'utilisation tout seul. Ouais, ça. Puis après, une fois que c'est comme tout, une fois que tu as maîtrisé les bases de la chose, bah, tu vas plus après, c'est l'expérience. Voilà, retourner sur l'eau, travailler en permanence, peaufiner quelques petits réglages, apprendre à lancer correctement à 25 mètres. Parce que quand on ouvre en tir de précision, donc en sharp shooting sur l'avant, qu'on détecte un poisson à 30 mètres, bah, le cône est quand même pas très large là-bas devant. Quand on est une canne casting, la plupart du temps pour faire ça, ou même une canne spinning pourrait également convenir, il faut quand même avoir cette compréhension en fonction de la position du pêcheur dans le bateau et de la position de la sonde, l'orientation de la sonde qu'on peut avoir plus ou moins au retour d'image en fonction des sondes. On a une flèche directionnelle à l'écran qui peut s'afficher en fonction des paramètres pour donner une indication de la direction.
Ou alors, on vient mettre un petit viseur fluorescent sur la perche qui donne la direction de la sonde. Et donc là, il y a aussi un apprentissage de lancer de précision à faire. C'est-à-dire, moi, je travaille, je règle ma portée avant, en fait, si tu veux, sur 25 mètres devant, parce que je sais qu'en travaillant assis à côté de ma perche et en face de moi, mon écran, dès que j'identifie un poisson qui nage, hein, donc qui bouge, qui peut sortir du cône rapidement à l'écran, bah, j'ai une fenêtre de lancer assez courte. Ouais. Donc, en fonction du vent, si j'ai beaucoup de vent, bah, mon bateau dérive. Il faut que j'oriente ma perche pour garder à l'image l'écho que j'ai détecté. Et en plus, il faut que je sois capable de lancer à 25 mètres dans une fenêtre qui est très, très large, Ouais, non, très, très étroite. Donc, ça reste du sport quand même. Hein, ça ne se fait pas tout seul. oui, puis, Mais c'est l'expérience par la suite, l'utilisation qui fait que. Et puis après, c'est la façon d'animer ton leurre, ta récupération, etc. Qui va. La vitesse de récupération, la taille du leurre, le coloris du leurre, la ligne qu'on utilise. Hein, voilà, en shark-shooting, hein, certains spécialistes préconisent d'utiliser des tresses relativement grosses en diamètre parce qu'elles ont cette capacité de flotter un petit peu dans la colonne d'eau et de laisser le bas de ligne descendre pour que le leurre passe avant la tresse. Parce que la tresse, malgré tout, quand on y raccorde un bout de fluorocarbone assez important pour éviter de se faire couper sur les brochets, parce qu'on prend énormément de brochets aussi comme ça, le nœud de raccord crée des vibrations dans l'eau, hein, comme tous les nœuds de raccord. Donc là, dans des poissons qui restent quand même assez vigilants surtout, on a du travail à faire dans sa construction de ligne, dans les matériaux qu'on utilise et dans sa qualité de lancer, de perception de ce qu'on voit à l'image. Ça reste technique. Hein. Voilà, l'éco-sondeur, c'est un moyen, mais c'est pas une fin. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as l'éco-sondeur à 4 000 € qui va te permettre de voir les moustaches du silure Exactement. à 35 mètres que tu vas prendre 200 ou 300% de plus de poissons à l'année. Ouais, si derrière, très bien résumé. Voilà, si derrière, tu n'adaptes pas ta pêche, que tu n'as pas un minimum d'expérience, de sens de l'eau et puis d'adaptation, voilà. Tu auras vu le poisson, c'est cool, tu l'auras pas forcément. Ouais, exactement. On est capable, j'ai fait des formations avec des clients sur des écrans en 4 pouces qui font uniquement du sondeur de traditionnel, avec 2 fréquences, pas de GPS, rien. On a travaillé sur Villeray, par exemple, le lac de Villeray, qui est assez intéressant en termes de densité de cendres. On a capturé plus de 15 poissons parce qu'on a identifié la position des poissons dans la colonne d'eau le jour J. On a identifié la structure quand même en 2D sur laquelle ils se tenaient. Et en suivant nos profondeurs numériques qu'on voit à l'écran, hein, on était calé dans 9,50 m. Bah, dès qu'on trouvait une structure intéressante et une profondeur à 9,50 m avec une belle présentation du leurre en vertical, on prenait régulièrement des poissons avec un écran à 4 pouces, sans GPS, sans technologie. Oui, c'est ça. Oui, puis tu as des pêcheurs qui pêchent sans éco-sondeur. Exactement. Il y en a qui pêchent, il y en a d'autres qui pêchent uniquement en live sans avoir l'utilisation d'une sonde tableau-arrière traditionnelle. Ils vont sur des zones qu'ils connaissent plus ou moins bien de leur secteur. Ils arrivent sur la zone, ils déplient la sonde live, qui elle aussi ne doit pas tourner hors de l'eau, hein, côté technique. Hein, pour ça qu'on installe un disjoncteur ou un interrupteur pour couper l'alimentation pendant qu'on navigue, parce que elle chauffe également hors de l'eau, donc il faut faire attention à ça. Mais ils arrivent sur la zone, ils déplient leur sonde live, ils scannent leur endroit, puis ils s'amusent à lancer. Alors tu parlais tout à l'heure d'Anthony qui a cette capacité fabuleuse à lancer des leurres de 30 cm pendant 2 jours pour prendre une seule touche. À ce pêcheur-là qui a un sens de l'eau quand même hyper intéressant. Et cette faculté mentale de ne pas lâcher jusqu'au bout jusqu'à avoir sa touche. Tu lui rajoutes l'utilisation d'une sonde live. Donc tu vas avec lui, moi je vais avec lui avec la sonde live, je m'installe à côté de lui, je lui donne les images de ce qu'il fait pendant qu'il le fait. Il va gagner un temps phénoménal parce que il va se percevoir que dans plein de zones, son sens de l'eau, malgré sa connaissance du sens de l'eau, les zones peuvent être vides de temps en temps, et que d'autres zones sur lesquelles il n'a pas trop l'habitude d'aller, ben, les poissons peuvent se tenir. Donc, mais ça, on pourrait. Il y a des émissions, sur YouTube qui l'ont mis en évidence, ça avec des compétitions où les mecs qui font 20 lancers dans la journée, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, tu pêches à 2. T'en as un qui touche pas une canne de la journée et qui regarde l'écran. Voilà. Et l'autre qui va attendre les indications, quoi.
Mais Alors, c'est une évolution de la pêche. Voilà, c'est ça, c'est une évolution et une culture un peu différente qui nous fait changer nos comportements et notre compréhension de ce qu'on pensait savoir au niveau de la pêche, et notamment dès que ça se passe sous l'eau par la technologie des sondeurs. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai fait une formation récemment avec des guides de pêche là, pour l'école des guides de Brioude, où on a mis en avant ces technologies sur certains qui voulaient la découvrir. On était 3 pêcheurs par bateau. Donc, moi, à la console de pilotage, utilisation de la sonde live, orientation et écran devant nous, et un pêcheur devant prêt à lancer dans les directions qu'on lui donnait en fonction de ce qu'on déterminait. On s'est aperçu avec le collègue qui était à côté de moi qu'on était comme 2 enfants devant un jeu vidéo, en fait. Ah oui, je suis d'accord. Moi, j'ai un garçon, j'ai passé mon temps à lui dire d'arrêter de regarder ses jeux vidéo et son téléphone et de se consacrer un petit peu à ce qu'il y avait dehors. Je l'ai répété souvent, souvent, souvent. Et Ah, là, je suis assez content qu'il ne me voit pas faire sur le bateau parce que je pense qu'il me dirait, dis donc, tu as passé énormément de temps à me dire d'arrêter de regarder mes jeux vidéo, mais toi, tu fais que ça toute la journée. Alors, c'est vrai que c'est mais à ce côté-là où on oublie ce qui est autour de nous, ce qui est un peu dommage parce que certains lacs de barrage ou rivières nous concèdent des décors qui sont juste magnifiques et intéressants à découvrir en fonction de la lumière qui se lève le matin, de la brume, n'importe quoi. Et oui, puis on même passe les notre temps rivés oiseaux. sur un écran comme enfin, on est des geeks, quoi. Enfin, tu deviens addict à ton écran. Ah, mais franchement, pour avoir connu ça, moi, c'est pareil. Tu me mets un live, je décroche pas. Et Et en fait, j'ai trouvé, ça me fascine de voir le comportement des poissons, les réactions, ouais. pourquoi à un moment il l'a pas pris, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Enfin, Mm. mais du coup, oui, en même temps, tu oublies un peu le fait que bah, des fois, c'est bien, tu te retrouves au milieu de l'eau, tu Et profites. c'est ce côté excitant parce que tu détermines le poisson qui soit en donne hein, donc sous la sonde ou en chart shooting forward sur l'avant. Tu identifies un poisson, tu dis ben, j'essaie de l'approcher, je suis à 20 mètres, je tente ma chance, je lance, j'ai peut-être le bon leurre, j'ai peut-être pas le bon leurre, j'ai peut-être lancé correctement. Tu vois ton leurre descendre, tu vois le poisson suivre derrière et te faire un refus, comme tu le disais tout à l'heure. Mais cette partie-là est tellement excitante et tellement intéressante qu'on en devient accro, cette technologie-là. Et puis, le collègue qui était à côté de moi, qui regardait l'écran, on s'est dit, bah tiens, on va alterner avec le copain qui est devant. Pendant 20 minutes, lui, il lance, toi, tu regardes, et ainsi de suite. Mais celui qui était à côté a dit non, moi, en fait, lancer le leurre ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'écran et de voir ce qui se passe. Enfin, des enfants en train de jouer sur l'eau, quoi. Des enfants avec une console de jeux vidéo. Encore une fois, à utiliser à bon escient. Exactement, il faut un minimum de connaissances techniques, ne pas avoir peur de demander des renseignements, de prendre des formations, de prendre le temps de bien installer son matériel. C'est valable sur tout, hein, de toute façon. Bien souvent, il vaut mieux prendre plus de temps et bien se renseigner pour installer correctement son matériel, pour pouvoir l'utiliser correctement après par la suite. Et puis après, ça reste malgré tout de la pêche. Même si on a la possibilité maintenant de voir des poissons nager en direct devant nous, de déterminer à peu près leur longueur, plus ou moins leur longueur à l'écran. Ça reste quand même de la pêche. Le jour où ils ont envie de jouer, ben, ils jouent. Le jour où ils n'ont pas envie de jouer, ben, c'est comme le tout. Mais après, ça reste la pêche. Et encore une fois, si on l'a pas, c'est pas grave. Ah Enfin, non, pas du tout. En fait, oui. il y en a beaucoup qui se disent, ben, avant, je prenais des poissons, puis maintenant, j'en prends plus parce qu'ils sont tous avec les sondes live. Ils prennent des poissons, moi, je prends plus rien. Bah, en fait, on prend des poissons à la base, ce qu'on faisait avant sans écho. On prend des poissons, on arrive à prendre des poissons et augmenter le nombre de poissons qu'on prend dans la journée avec certaines technologies de sonde traditionnelles, avec quelques réglages un peu poussés sur les appareils quand même, parce que ces sondeurs restent des outils électroniques assez complexes Hum. qui sont réglés de base quand on les reçoit et qui fonctionnent très bien de base, mais sur certains appareils, avec 2-3 astuces de réglage supplémentaires, ça devient quand même des belles machines pour la pêche, des belles machines de guerre, quoi. C'est très intéressant. On peut prendre des poissons comme ça, passer sur le live. Il faut en avoir déjà le budget, il faut en avoir l'envie. Il faut surtout, comme tu le dis, avant tout se faire plaisir, ben, peut-être dans le matos qu'on a commandé et installé sur son bateau. Et puis de se dire, bah, si je prends un poisson, tant mieux. Si j'en prends pas, bah, c'est pas grave. J'aurais eu le plaisir à prendre l'air, à être au bord de l'eau, à être sur l'eau, à voir en plus des poissons nager devant moi que je n'ai pas réussi à capturer.
On est tous pareils, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est le cas de le dire. Et c'est intéressant parce que ces technologies-là nous font découvrir énormément de choses sur le comportement des poissons. C'est ça, ouais. Ça nous fait changer également, nous, hein, en tant que pêcheurs, avec l'expérience qu'on pense avoir. Ça nous permet encore d'apprendre au fur et à mesure des années qui passent, quoi. C'est quelque chose de très intéressant. Voilà, faut surtout pas avoir peur de demander conseil. Il faut pas avoir peur de prendre le temps de bien installer correctement son matériel. Et puis après, il faut en profiter, tout simplement. Mais comme tu le dis, celui qui n'a pas de live aujourd'hui peut prendre énormément de poissons, voire plus de poissons qu'un pêcheur qui a une sonde live et qui ne sait pas s'en servir. Après, on a C'est un certains moyen. techniciens quand même en live qui sont très doués et focalisés sur ces technologies-là et qui prennent régulièrement des poissons. Alors, déjà, ils passent énormément de temps sur l'eau. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Évidemment, toi et moi, Arnaud, quand on est toute la semaine derrière nos écrans à travailler, ben, on n'est pas sur l'eau. On y va le week-end dès qu'on a un peu de temps. Et il y en a d'autres qui ont, par leur capacité de travail, des choses comme ça, plus de temps de passer du temps sur l'eau et donc plus de chances de croiser des poissons et de faire des captures supplémentaires. Donc, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. Non, mais je suis d'accord. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Le temps passé sur l'eau, tu as plus de chances de prendre du poisson quand tu es à la pêche plutôt Ouais, que avec un leurre dans l'eau, exactement. Ouais. avec un leurre dans l'eau plutôt que quand tu es derrière un ordinateur. Voilà, statistiquement parlant, c'est indéniable. Après, ça reste un loisir, ça reste quelque chose plus ou moins abordable en fonction des technologies qu'on souhaite mettre. Donc, c'est le budget qui va piloter tout ça. Mais l'essentiel, c'est de se faire plaisir. Et c'est vrai que dès qu'on approche ce genre de technologie, on commence à passer un palier où le temps de comprendre et d'apprendre et le temps de comprendre et apprendre à utiliser sa sonde live et son écran, on passe à notre cap et on va avoir encore de l'évolution dans les années à venir sur des technologies, je pense, qui vont nous surprendre, que je ne maîtrise pas absolument pas du tout pour l'instant, et des technologies à laquelles je ne pense pas du tout. Ouais. Je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris par l'évolution dans les outils pour la pêche, en fait. Hein. Ouais. Oui, non, mais voilà, est-ce que tu. Alors, on va aller assez rapidement, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, et je vais encore te poser. C'est tellement vaste la navigation on a fait un tour basique, mais on pourrait y passer une semaine. Ouais. Ah, mais moi, j'adore ça, et tu vois, j'ai eu d'autres spécialistes déjà dans Focus Matos, et on a déjà programmé plus ou moins, potentiellement pour la saison 2, de rentrer plus dans le détail de certaines choses. Donc, on pourra rentrer plus dans le détail sur les échosondeurs volontiers. Et d'ailleurs, exactement, dites-nous en commentaire si vous avez encore des questions sur les échosondeurs, etc. Je sais qu'Eric viendra faire un tour. Il y en aura toujours. Après, on peut se croiser sur les salons et puis on pourra aller faire un tour sur l'eau ensemble pour encore approfondir différentes technologies, différentes techniques avec plaisir. Hein. Et du coup, j'ai 2 questions et demie. Ouais. Première, donc tu as plus ou moins répondu, oui, ça va indéniablement évoluer encore dans les années à venir pour atteindre un niveau de technologie qu'on ne pense même pas encore. C'est ça? C'est ça. Je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris comme tout, en fait. Hein. Tu vois que l'IA vient s'intégrer absolument un peu partout. Donc, il faut bien se douter qu'au bout d'un moment, les technologies qui nous surprennent déjà actuellement, à lesquelles on a la disponibilité, vont continuer d'évoluer. Mais il ne faut pas vraiment en avoir peur. Il y en a qui disent que le live, c'est inadmissible parce que ça capture énormément de poissons, que ça tue les poissons. Bah non, en fait, si on tue les poissons, c'est nous, pêcheurs, qui tuons les poissons. Parce qu'on les manipule mal, parce qu'on les pêche trop profond. C'est valable du bord, c'est valable embarqué, tout est valable car le prédateur principal des poissons, c'est nous. Et quand on tue des poissons, c'est parce que on a fait quelque chose qu'il fallait ne pas faire ou qu'on avait tout simplement l'envie de conserver un poisson, ce qui n'est pas interdit du moment qu'il est dans la taille réglementaire et dans les périodes d'ouverture de la pêche, pour se faire plaisir à table avec les amis, avec la famille. Toujours intéressant, quoi. Ma deuxième question, alors on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, mais c'est pas grave, on n'avait pas le temps, des sondeurs portables de type Deeper. Ouais. Très intéressant. On peut faire un tour rapidement. Pour l'instant, la marque la plus connue, c'est Deeper, évidemment,
qui a sorti ce petit sondeur portatif, donc sous forme de boule, hein, dans les 90 grammes à peu près, qu'on va lancer du bord avec une canne un peu puissante, 90 grammes, donc il faut une canne assez puissante de l'autre côté avec une bonne tresse quand même pour être capable de lancer à distance. On a une portée Wi-Fi jusqu'à 100 mètres sur les appareils de base, une profondeur de prospection d'à peu près 100 mètres en fonction de la référence du sondeur qu'on a pris. Et on va avoir de retours d'imagerie 2D traditionnelle qu'on retrouve sur un sondeur. Donc, pour ceux qui pêchent du bord des étangs, qui pêchent la carpe, comme toi et moi par exemple, ceux qui pêchent au cou, des choses comme ça, ben, on peut très bien, quand on ne connaît pas la zone ou qu'on pense connaître la zone sur laquelle on pêche, eh ben, se procurer ce petit sondeur portatif et se mettre à le lancer, scanner. Alors, l'impulsion se fera dans l'eau comme une sonde traditionnelle. Le retour d'image se fera en Wi-Fi sur ton téléphone portable via l'application FishDeeper pour te permettre d'avoir la structure du fond, la hauteur d'eau, la température de l'eau en surface, la présence des échos des poissons. Sur les modèles qui disposent d'un GPS, de marquer des points GPS pour les garder précis pour notre prochaine session de pêche. C'est quelque chose de révolutionnaire depuis nombreuses années qui continue à très très bien fonctionner et qui est très intéressant pour ceux qui pêchent essentiellement du bord, mais c'est aussi des petits appareils qu'on peut mettre sur un kayak en mer qui fonctionnent. On peut mettre sur un flotte-tube. On peut les accrocher avec une petite cordelette. Il y a des supports flexibles qui existent également en accessoire chez Deeper pour les accrocher un petit peu partout. C'est une très très belle technologie. C'est tout petit, 65, tu vois, c'est pas gros en termes de diamètre, hein. Ouais, je sais pas là. 6 cm et demi, mais c'est bluffant de technologie et la qualité d'image est bluffante également. Moi, j'ai fait des tests d'avoir sur le bateau mon écran en 12 pouces avec ma sonde assez puissante en 2D et de l'autre côté mettre mon téléphone et le Deeper. Je retrouve la même déclinaison du fond, je retrouve les échos au même moment. J'ai une qualité d'image qui est exceptionnelle, donc ça reste un appareil technique hyper intéressant et très adapté pour tous ceux qui pêchent du bord dans un premier temps. Est-ce que tu penses que ce type d'appareil, demain, pourra supporter une technologie comme le live Alors, peut-être pas le live. Je pense qu'il y a l'évolution, dans un premier temps, va se faire crescendo, où on va passer du mode sondeur 2D à l'imagerie scannerisée verticale pour l'identification des structures. Hein. C'est ce qu'on arrive à retrouver sur certains bateaux amorceurs, Ouais. par exemple, où en plus de 2D, on a de la vue scannerisée verticale et latérale également, avec une fonction GPS assez complète pour pouvoir marquer ses points de repère de dépose et compagnie. Donc, je pense que ça va évoluer sur l'imagerie scannerisée verticale dans un premier temps. Et ça ne serait pas surprenant qu'un de ces quatre, on arrive à avoir également du live là-dessus. Il ne faut pas s'étonner. Enfin, on est déjà surpris par ce qu'on a actuellement. Ça finira par arriver également, ouais. Ok. Et donc, dernière question, si tu peux préconiser un type d'éco-sondeur par type de pêche. Alors, quand je dis par type de pêche, c'est clairement, tu vois, un gars qui pêche la carpe, clairement, à LiveScope, il n'y a aucun intérêt pour lui. Non. Voilà. Moi, je pêche la carpe depuis quelques années. J'identifie énormément de carpes avec le live en utilisation en pêche de carnassier. Mais c'est clairement pas une technologie qui va me permettre, moi, pêcheur de carpe, d'aller chercher des carpes dans un lac de barrage. En fait, on va considérer que pour un pêcheur de carpe qui cherche une structure, une profondeur et une structure, surtout, c'est ce qui est vraiment intéressant là-dedans, dans la pêche de la carpe, dans l'approche. Un sondeur 2D avec une fonction down scan et un GPS est largement suffisante. La taille d'écran, c'est un confort de lecture, la taille d'écran. 4 pouces, il marche. Hein, on a des appareils en 4 pouces qui font Garmin avec le Striker Vivid 4. Tu as du 2D, 2 fréquences, du Clearview, donc de l'imagerie scannerisée verticale, et un fonction GPS, ça fait son boulot. Plus on monte en taille d'écran, plus on aura de confort de lecture d'écran. Donc un 5 pouces, c'est la base. Un 7 pouces, c'est vraiment le gros confort, quoi. Et donc 2D et vue scannerisée verticale GPS, pour un pêcheur de carpe, c'est l'idéal parce que dans sa prospection de zone, il va chercher en 2D la déclinaison du sol, il va pouvoir voir par les codes couleurs la structure du fond, si c'est plus ou moins dur ou plus ou moins mou, sur la structure qui est intéressante pour la carpe. Et par la vue scannerisée verticale,
voir s'il y a des herbiers, s'il y a de l'enrochement, si c'est beaucoup de sable, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la base pour ce type d'utilisation. Un 2D, 2D HDI, 2D downscan, avec en plus un GPS qui est intéressant parce que tu marques un point GPS sur ta zone de dépose. C'est vrai que tu gagnes un temps phénoménal pour y retourner en bateau pneumatique. Alors, que ce soit la rame ou au moteur électrique, est toujours intéressant. Et en même temps, malgré tout, ça t'empêche pas de prospecter en downscan d'autres zones intéressantes que tu pourrais ne pas connaître ou découvrir au fur et à mesure de ta session pour tenter ta chance sur ces zones-là. Ça, ce serait la base. Un pêcheur en flotte tube, du moment qu'on se déplace avec les palmes, donc on a une vitesse de déplacement qui est relativement lente, avec un parcours qui n'est pas non plus très très long, à moins que tu sois assez sportif, plus que moi en tout cas pour palmer toute la journée. On va utiliser à peu près la même technologie en taille d'écran 4 ou 5 parce que c'est assez confortable en termes de positionnement sur un flotte-tube qui est une petite embarcation. Il y en a qui montent du 7 voire du 9, qui n'hésitent pas sur des flotte-tubes un peu plus gros, mais en taille 5 ou 7, ça passe largement. Et encore une fois, je resterai en vue scannerisée verticale avec du 2D et du GPS. La particularité du side, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet de faire de la prospection. Donc, il faut quand même, pour ces imageries scannerisées, avoir une vitesse de déplacement lente avec un minimum de vitesse pour que les images soient belles. Ouais. Le side, il faut quand même pouvoir se déplacer à 1 km/h, 2 km/h pour que l'image d'abord se lisse et soit très belle à l'image, à l'écran, et d'avoir la capacité d'identifier de la zone au fur et à mesure de ses déplacements pour marquer des points GPS. Donc en flotte tube, quand on a la PAM, on n'en a pas trop l'intérêt. Et en plus, comme le cône est très large en détection avec le side, et que la sonde se positionne sous le boudin, parce que là, tu n'as plus la distance d'une coque traditionnelle d'un bateau pour mettre ta sonde, bah, des fois, avec le passage des palmes, tu peux perturber le cône de détection, tu peux perturber l'image. Donc, sur un flotte tube à palme traditionnel, l'imagerie scannerisée verticale du fond avec un 2D en taille 5 ou 7, voire 4, ça passe très très bien aussi, fait son boulot. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces appareils-là s'alimentent en batterie, 12 volts. Oui. L'autonomie va varier en fonction de la taille d'écran, du module GPS. Le lecteur GPS, c'est ce qui consomme le plus sur un écran, plus que l'écran lui-même, en plus. Donc, il ne faut pas oublier d'adapter la source d'alimentation électrique par rapport à l'appareil qu'on utilise. Un sondeur 4 pouces qui a que du 2D sans GPS consomme très peu. On pourrait mettre une batterie en 12 volts, 7 ampères, ça ferait une journée, voire deux largement. Un écran 7 pouces avec un GPS sur lequel on met une sonde live, bah, tu comprends bien que la puissance de la batterie doit nettement être supérieure pour pouvoir tenir une journée pour tout alimenter. Et encore une fois, on alimente généralement toujours son appareil, son écho, sur une batterie externe indépendante d'une batterie qui alimente un moteur électrique pour éviter le retour des parasites du moteur électrique dû à la rotation. Donc, c'est toujours une batterie indépendante, uniquement dédiée à l'alimentation de l'électronique et du sondeur. Tu as bien fait de le préciser parce que c'était une question que je voulais te poser et tu vois, j'y ai pensé 2-3 fois tout à l'heure en parlant et j'ai zappé. Donc oui, jamais branché sa batterie d'éco-sondeur à sa batterie de moteur. Alors, si on utilise un moteur avant ou un moteur arrière en 12 volts, techniquement, ton sondeur fonctionne en 12 volts. Techniquement, tu peux raccorder ton sondeur sur la batterie en 12 volts. Il ne risque rien. Par contre, en fonction de la qualité du moteur, de la fonction dont il est installé, de la coque du bateau que tu utilises, on peut avoir des retours parasites qui sont créés par le moteur électrique dès qu'il tourne, à plus ou moins vitesse élevée ou vitesse basse, peu importe que ça arrive de temps en temps, les paramètres sont un peu bizarres. Et ces retours d'interférence repassent par les câbles et traversent la batterie pour repasser et revenir à l'écran. Et donc, tout se transmet sur ton écran dès que tu utilises ton moteur. Donc, ça ne risque rien pour le sondeur, mais visuellement, ce n'est pas du tout confortable. C'est pour ça qu'on lui préconise d'avoir une batterie à lui dédiée uniquement pour le sondeur, pour éviter ces retours parasites et garder une autonomie qui est intéressante sur la journée, aussi bien pour le moteur électrique que pour le sondeur. Ok. Toujours bien adapter la puissance en ampères. C'est les ampères qui vont déterminer l'autonomie d'utilisation sur la journée. C'est ça. Ouais, un sondeur classique, 50 ampères. Regarde, un exemple, un sondeur en 7 pouces avec un GPS, avec lecteur de carte. Pour tenir une journée en batterie, au minimum, on mettrait une batterie de 12 volts, 12 ampères.
Ouais, Ça 12 nous ampères, oui. permettrait, voilà, ça nous permettrait de tenir une journée. Hmm. D'accord? Le soir, il faudra bien recharger sa batterie pour repartir le lendemain, mais ça te permet de tenir la journée. Alors, des fois, quand on a des batteries un petit peu faibles en ampères ou qu'on commence à avoir de l'âge qui perdent un peu de puissance, la petite astuce, c'est de descendre le rétroéclairage de ton écran, qui est Ouais, par défaut réglé à 10 avec une lumière à fond, quoi. Bah, de le passer sur 8, ça te fait gagner 1 heure et demie d'autonomie sur ta journée, je comprends. par exemple. Oui, voilà, Voilà. après, oui, donc oui, quand je disais 50 ampères, ça fait même beaucoup, Alors, quoi. 50 ampères, par exemple, on y mettrait un appareil en 12 pouces, Ouais, consomme à peu près entre 2 et 2,5 ampères à l'heure, donc ok. 25 ampères à l'heure. On pourrait également, ça permettrait d'avoir un taux de décharge qui n'est pas trop important sur la batterie, si c'est une batterie plomb notamment, pour la garder en vie le plus longtemps possible. Et si en plus à ça, tu ajoutes une sonde live qui consomme à peu près pareil, 2 ampères et demi, on compte 50 ampères à la journée. Donc, si tu es en Hmm. lithium, tu peux mettre une batterie en 12 volts 50 ampères. Si C'est tu es ça, en plomb, il faudrait un minimum 80 ampères, voire 100 ampères pour être tranquille dans la journée, quoi. je comprends. Ok, bah, c'est super, super intéressant. C'est super intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses très rapidement, des points où tu voulais parler hyper rapidement Il y en a tellement dans l'électronique, dans tout ça. C'est encore une fois, voilà, c'est si j'ai un petit conseil rapide à donner, c'est plus dans les conseils que plutôt que dans les données techniques des appareils. Choisir son appareil en fonction de son habitude d'utilisation, du milieu, qu'on soit en mer, en eau douce et des profondeurs et des poissons qu'on cherche. Ça, c'est un premier point. Bien adapter donc le type de sonde par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ne pas hésiter à demander conseil pour avoir quelque chose de bien poussé, se renseigner sur les réseaux, ne pas hésiter à nous contacter. On est là avec plaisir à répondre à différentes interrogations tous les jours. Bien prendre le temps d'installer son matériel sur son embarcation. C'est une des choses importantes. On a tout, comme des enfants, la tendance à aller très vite dans l'installation, le bâcler un petit peu, puis après, tu as avoir des déconvenus sur l'eau parce que le fil n'est pas raccordé correctement, la sonde, on l'a mis à l'envers. Enfin, on n'a pas enlevé le film de protection d'écran. Enfin, tu vois, tout un tas de choses comme ça. Donc, prendre son temps et puis de travailler l'expérience d'utilisation sur l'eau régulièrement, de se dire, bah, pendant 20 minutes, je me focalise sur le réglage du mode sondeur 2D. Je travaille différentes fréquences, différentes palettes de couleurs pour voir ce qui rend le mieux, si je comprends bien. Après, le reste du temps, je profite de ma passion qui est la pêche. hmm. La semaine prochaine, je travaillerai 20 minutes sur le down scan et ainsi de suite, sur le side, sur le GPS, les Ouais, bathymétries, c'est les ça, points puis GPS. peut-être aussi profiter des périodes de C'est ça, fermeture de la pêche pour aller passer une demi-journée sur exactement. Il n'y a un rien lac. qui t'empêche d'aller naviguer sans canne à pêche et d'apprendre à travailler tes réglages. Tu peux également le faire à la maison parce que tous les appareils disposent d'un mode qu'on appelle simulateur. Ouais. Que tu actives sur l'appareil qui te permet d'avoir des images enregistrées qui défilent en temps réel, sans l'utilisation, donc sans abîmer la sonde, comme est l'heure de l'eau, une fois de plus. Tu peux très bien faire ça dans ton canapé à la maison. Faire différents réglages de couleurs, de palettes, de fréquences qui fonctionnent Wow. sur les images que tu as à l'écran et t'apprendre à travailler les différents paramètres de ton appareil Hmm. avant de Ok. retourner en session de pêche pendant la période d'ouverture. Ok. Donc, c'est ça le Bon. plus intéressant. Puis après, dès qu'on passe sur le live, adapter le bon appareil, l'appareil compatible avec la sonde live. La batterie sera importante pour l'autonomie sur la journée et puis sur la qualité des images qu'on va avoir, évidemment, pour pouvoir tenir une journée et avoir un bon retour d'image à l'écran. Et ne pas hésiter à faire de la formation, demander des formations, se renseigner sur les différents réseaux. Vous avez une chaîne Fish and Test pardon, qui donne tellement d'informations complémentaires. Il faut aller gratter là-dedans dans tous les sens pour obtenir le maximum de renseignements avant de franchir le pas sur l'achat et après, pendant et lors de l'utilisation et après. Hmm. Du Eh ben, conseil, du conseil, du conseil. oui, c'est ça, oui. Puis, comme tout, sur quoi, même un éco-sondeur plutôt entrée de gamme, tu es quand même sur un produit d'investissement. Oui, toujours. Il faut être sûr de est-ce qu'il correspond bien à mes besoins, est-ce que finalement j'ai besoin d'un truc ultra haut de gamme ou pas, et voilà, vaut mieux être satisfait de l'achat qu'on a fait plutôt Voilà, que il faut prendre son temps, exactement. Il faut prendre son temps du moment qu'on a envie de franchir le pas, de s'équiper en électronique, soit son premier sondeur, soit de faire évoluer son sondeur en noir et blanc qu'on a depuis une vingtaine d'années. Ben, les technologies ont tellement évolué qu'on peut vite être perdu en fonction de ses compétences
et de ses connaissances techniques. Donc là, il faut bien se renseigner en fonction de son budget. Hein, c'est notre budget qui pilote tout, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans son choix d'investissement. Mais des fois, il faut faire la différence entre 100 ou 150 ou 200 euros de plus sur un appareil qui vont te permettre par la suite de continuer d'évoluer sur des technologies supplémentaires. Alors, 150, ça peut être 200 ou 300 euros de plus, mais si ton budget le permet, des fois, tu peux te permettre de mettre un petit peu plus sur un appareil qui dispose d'une broche réseau qui, lui, sera capable de recevoir une sonde live par la suite ou de se connecter à un moteur électrique à l'avant en réseau pour se permettre d'évoluer dans le temps. Donc, bien prendre son temps, bien regarder ses besoins et ses envies. Ce qu'on veut, qu'on souhaite faire avec, si on souhaite évoluer par la suite, ça permet de déterminer et de choisir le bon appareil. Encore une fois, c'est choisir l'appareil qui convient à ses besoins. C'est la chose la plus importante. Et j'insiste régulièrement là-dessus auprès de nos clients. Bien comprendre leurs besoins pour leur proposer un appareil qui convient. Ne pas oublier de leur donner les différentes technologies et possibilités à venir qu'on peut faire avec les appareils, s'ils peuvent évoluer ou pas, pour les inciter à faire un choix qui soit judicieux. Et l'intérêt, c'est encore une fois qu'ils aient un appareil fonctionnel, qui passe du temps sur l'eau et du plaisir à utiliser leurs produits et qui puisse évoluer quand ils le voudront, dès que leur budget leur permettra ou dès qu'ils souhaitent franchir le pas tout simplement. Eh ben, écoute, c'est une très belle conclusion, Eric. Merci pour tout. Je t'en prie, merci à toi pour le format est hyper sympa. J'ai regardé déjà les quelques premiers que tu as tournés, notamment avec quelques acteurs de la pêche de la carpe, qui étaient hyper intéressants. Donc, c'est un format intéressant donc à reproduire quand tu le souhaiteras sur d'autres thématiques ou pour approfondir de la technologie avec plaisir. Ouais, moi, dès qu'on peut parler matos, puis rentrer un peu plus dans le détail, pour faire comprendre aux gens, à nos utilisateurs, aux pêcheurs, etc., et d'avoir une autre vision que la vision marketing traditionnelle. C'est ça. Je suis ouvert, donc. Avec plaisir. Donc, on fera ça. On termine sur un petit Fast and Curious. Ah ben allez, pourquoi pas, vas-y. Allez, il y aura, je sais pas, une dizaine de questions. Est-ce que tu es prêt, Eric? Allez, deux. J'ai été très carnassier, baigné carnassier par mon expérience. Mais là, j'ai découvert la carpe la pêche de la carpe en batterie, attention. Parce que je pêche la carpe depuis nombreuses années à l'anglaise et au feeder. C'est une approche que j'ai adorée pour prendre ces gros poissons. Et après que j'ai délaissé pour me consacrer à me spécialiser dans l'électronique et la pêche de la truite en air naturel. Et là, j'ai repris la pêche de la carpe en batterie avec les détecteurs, tu vois, la totale, le bateau avec le sondeur intégré, bateau télécommandé. Donc, je suis obligé de dire les deux maintenant. Je suis passionné. Petit leurre. Big Badge laisse Saint Anthony. Et j'ai toujours été focus sur des petits leurres avec des montages minimalistes. Des bas de ligne, tu vois, pour le centre, par exemple, en 18 centièmes en vertical avec des têtes tombées à 7 ou 8 grammes. Dans 15 mètres d'eau, ça m'amuse énormément. Ça me plaît énormément. Petit leurre. Casting pour sa précision en fait, aussi bien en vertical qu'en linéaire. Même si il faut avoir un peu de matos adapté pour lancer loin. Avec un spinning, on va toujours un peu plus loin quand on fait du linéaire. Surtout sur des petits leurres et des petits grammages, comme d'où la question d'avant. Mais casting, c'est quand même hyper sympa. Puis les outils à utiliser sont hyper sympathiques. Ça fait très US. Ah. Bah les deux. J'ai le droit de prendre les deux. Moi je prends les deux. Sur l'eau. C'est un bonheur de naviguer sur mon petit bateau dans des étendues plus ou moins grandes et d'avoir le spectacle de cette nature qui évolue au fur et à mesure des heures, de la luminosité de la journée, des saisons. Sur l'eau, c'est quand même magique, quoi. Flotte tube, j'ai du mal à. Je suis un peu feignant, j'ai du mal à palmer. Je trouve ça rigolo et ludique.
Le dernier, j'ai eu tendance à y installer un moteur électrique, tu penses bien. Il y a un petit sondeur avec une sonde live, donc tu penses bien aussi. Mais alors je dirais pas bassbot, je dirais bateau, parce que bassbot c'est une configuration des bateaux américains hyper énorme avec des moteurs énormes de 200 chevaux, de la moquette partout, 5 sondeurs, 3 moteurs, en fait tout ce que tu veux. Moi je dirais plus bateau parce que ça représente vraiment nos utilisations et notre matériel qu'on utilise à la pêche en France, quoi. Donc je dirais bateau. Je viens du sens de l'eau et avec l'éco-sondeur, je dirais forever, et éco-sondeur forever, ouais. Fluorocarbone. Triple. En fait, j'adapte mes montages du moment que j'utilise des hameçons triples. Tout dépend l'heure ou l'appât que j'utilise. Mais hameçon triple, je décroche un petit peu moins. Les hameçons simples, ça me fait rentrer dans une catégorie où on voudrait effectivement, il y a des montages qui vont permettre de limiter les blessures des poissons par le fait d'utilisation des hameçons simples, notamment sur les leurres. Hein. Je pense qu'on parle des armements des leurres. Moi, je reste en triple, sur lequel j'ai pas peur d'enlever les ardillons, parce que la décroche me dérange pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des touches. Décrocher un poisson, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. De toute façon, même si je le capture, je le mets dans l'épuisette, je prends soin de le prendre avec l'eau mouillée pour pas l'abîmer et de le relâcher. Donc si je le décroche, c'est pas grave, mais je reste en hameçon triple, j'ai moins de décroche quand même. Je vais rester éco-sondeur. C'est super éco-sondeur. Je vais rester comme ça.